Odi Angoda à Tcheguakro. Les populations en avaient besoin, le gouvernement l'a fait. Le projet visant à moderniser l'ensemble du réseau routier dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire est devenu réalité, notamment à travers l'aménagement de l'axe Tumodi-Angoda à Tcheguakro. Entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire, cet axe, d'une largeur d'1 fois 2 voies, est construit sur un linéaire de 29 km et l'aboutissement d'un vœu longtemps formulé par les populations qui voient en lui un élément catalyseur de leur développement. Avant le bitume, il était beaucoup plus compliqué de se rendre dans la commune d'Atcheguakro. En effet, il fallait faire un long détour par la ville de Yamoussoukro. Aujourd'hui, en passant par Tumodi, les habitants rallient Atcheguakro en 15 minutes. Pour eux, cette infrastructure est un véritable soulagement. La construction de cette route s'inscrit dans la politique nationale ambitieuse visant le développement du transport routier. Par ailleurs, grâce à cette infrastructure, Atcheguakro a fière allure avec en perspective le développement des localités d'Agonda. En outre, dans le cadre de ce projet d'aménagement, la commune d'Atcheguakro a grandement bénéficié de la réalisation de 5 km de voirie, transformant ainsi le visage de cette localité et favorisant la prospérité des commerces. Voilà, vous savez tout au sujet de l'aménagement de l'axe Tumodi-Angoda à Tcheguakro. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Suite sur Live TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. L'état de droit en Côte d'Ivoire résistera-t-il à l'épreuve des urnes à l'aune d'octobre 2025? Comment cet état de droit est perçu par les différents partis, opposition comme pouvoir, en ces différentes composantes? Ce soir, pour en parler, deux voix, deux visions, deux positions. Monsieur Kokora Anzi Bernard, secrétaire national adjoint en charge des Ivoiriens de la diaspora au HDP, et en face de lui, Monsieur Blaise Lasme, secrétaire adjoint en charge des grands ponts au PPACI. Ils resteront avec nous pendant toute cette émission. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci de votre fidélité à ce programme. Nous sommes jeudi 28 août 2025. Merci en tout cas, vous êtes très nombreux à nous suivre de partout dans le monde et nous apprécions vraiment votre fidélité à ce programme. Nous accompagnent pour accompagner donc nos invités, Élisée Boloube et Herman Aboua. Bonsoir, merci d'être là. En seconde partie, Daouda Koulibaly et Marius Komoé prendront le relais à la suite, donc à côté du moins de nos invités. Monsieur Blaise Lasme, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint en charge des grands ponts au PPACI. Merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Kokora Anzi Bernard, bonsoir encore une fois. Christophe. Vous allez bien. Vous êtes donc secrétaire national adjoint en charge des Ivoiriens de la diaspora au RHTP. C'est bien ça. Merci d'être présent ce soir. Moi qui vous remercie. Ce soir, la base de notre échange, de notre conversation tournera autour de l'état de droit, que nous dit donc le Google, qui est ami de personne et ennemi de tous, enfin ennemi de personne et ami de tous du moins. L'état de droit est un système politique et juridique où la puissance publique est soumise aux règles de droit et non au pouvoir arbitraire d'un dirigeant ou d'une autorité. Il garantit que toutes les autorités, gouvernants comme gouvernés, agissent dans les limites fixées par la loi, qui est hiérarchisée, publique et impartialement appliquée par une justice indépendante. Monsieur Blaise Lasme, pensez-vous qu'en Côte d'Ivoire, nous ayons donc l'état de droit, selon la définition donnée par le Google? Bon, en Côte d'Ivoire, on n'est pas d'un état de droit. Quand j'écoute la définition que vous venez de dénoter vous-même, on n'est pas d'un état de droit dans la mesure où l'ensemble des pouvoirs est concentré dans la main d'un individu qui soumet les institutions à sa volonté, à ses humeurs et à ses caprices. Donc, je pense que nous ne sommes pas d'un état de droit en Côte d'Ivoire. C'est quoi votre point de vue? Je pense que nous sommes tous Ivoiriens. Heureusement que nous avons des regards indépendants donc, qui nous jugent, qui nous regardent. Je crois que depuis 2011, à l'arrivée d'Alassane Ouattara, vous savez tout ce qu'on a eu, on a hérité d'un pays qui était totalement désastreux. L'état de droit avait foutu le camp, c'était les exécutions extrajudiciaires dans notre pays. On peut citer des cas célèbres tels que
l'assassinat du général Robert Gueye, où il a été accusé sur la base d'accusations. Il a été assassiné, également sa femme, plusieurs personnalités. Il n'y a eu aucun début d'enquête. Ça, ce n'est pas un état de droit, mais c'est un état sauvage. Mais depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, il a déployé les efforts afin que nous soyons véritablement dans un état de droit. Et si aujourd'hui, mon ami frère Blaise Las et moi discutons, c'est parce qu'il y a eu donc, des politiques qui ont été mises en place dans le cadre donc, de la liberté d'expression, ce qui n'existait pas avant. Avant, on n'avait pas ces télévisions qui donnaient la parole à tout le monde. Mais vous pouvez avoir des indicateurs aussi que vous pouvez regarder sur Google. Lorsque nous arrivions au pouvoir, en termes de liberté de presse, nous étions à la 155e place. Aujourd'hui, nous sommes à la 53e place au monde, sur 180 pays selon Reporters sans frontières. Donc, on ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'état de droit, c'est la liberté d'expression. Je crois que le 9, les partis politiques de l'opposition ont organisé une belle marche, mais je ne pense pas que dans un état de non-droit, on pourrait permettre à l'opposition d'organiser une telle marche au cours de laquelle des propos très durs et désobligeants ont été prononcés à l'endroit du président de la République sans que quelqu'un soit impliqué. Très bien. Alors, je voudrais rappeler, messieurs, les propos donc, que nous avons eus avant cette émission, la courtoisie, la gentillesse, pour que justement les populations ivoiriennes puissent comprendre les points des différents partis politiques. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus. Réaction, monsieur Blaise, avant d'écouter donc Élisée Boloubeu. Ok, je vais prendre au mot monsieur Kokoa. Alors, quand on parle d'absence de l'état de droit, on parle de quoi? En 2011, à l'avènement au pouvoir du chef de l'État, monsieur Alassane Ouattara, il a été mis en place une commission nationale d'enquête qui était chargée de faire des enquêtes sur les événements douloureux que nous avons connus. Cette commission a abouti au fait qu'il y a eu un certain nombre de morts. Il y a des morts qui ont été imputées aux forces dites pour Gbagbo et il y a des morts qui ont été imputées aux forces dites pour Ouattara. Il y a eu des morts, 200 morts précisément, qui ont été imputées au Dozo. Mais jusqu'à présent, les seules forces qui ont été poursuivies, c'est les forces pour Gbagbo. Donc il y a une justice sélective. Il y a une sorte d'impunité pour un camp et des rigidités, des rigueurs exagérées pour un autre camp. C'est ça que nous appelons une absence d'état de droit. C'est-à-dire que nous ne sommes pas égaux devant la loi, nous ne sommes pas égaux devant la justice. Très bien. Messieurs, alors, réaction et puis on va le débat. La réaction rapide que je voudrais avoir, donc, M. Blaise Las nous parle donc des événements post-crise. Crise électorale qu'ils ont créée de toutes pièces, en imposant la guerre à celui qui a gagné les élections. Heureusement qu'il y a eu des enquêtes. Dans un état de droit, on mène des enquêtes. Le reste, donc, des affaires sont remises, le reste est remis entre les mains de la justice. Voilà. Nous n'avons pas l'agenda de la justice. Il appartient donc à la justice donc, de se prononcer sur les affaires lorsque des enquêtes sont rendues. Le rôle d'un État, le rôle du pouvoir exécutif, donc, c'est de conduire les enquêtes à travers le procureur de la République, ce que nous avons fait. Mais vous ne pouvez pas citer, regarder droit les Ivoiriens dans les yeux et dire qu'en 10 ans du gouvernement de M. Laurent Gbagbo, il y a eu une enquête sur les graves assassinats qui ont eu lieu dans notre pays. Camara H a été assassiné, il n'y a eu aucune enquête. Même le ministre Bogadou a été assassiné, aucune enquête. Jusqu'à présent, personne ne sait ce qui est arrivé au monsieur. Mais ça, ce n'est pas un état de droit. Nous avons mis en place aujourd'hui, 15 ans après, nous savons très bien qu'à partir de 2011, compte tenu de la crise post-là que nous avons eue, la situation était vraiment délicate. Vous n'en avez pas idée. Mais 15 ans après, faisons l'analyse et l'évolution de l'état de droit dans notre pays. Aujourd'hui, dans notre pays, personne ne peut commettre des bêtises sans être arrêté. Voilà. Messieurs, ouvrons le débat. Élisée Boloubeu. OK. Moi, je voudrais juste poser la question d'hier à Blaise Las avant comment il s'appelle, Kokora. Moi, je voudrais dire une chose. Blaise Las, est-ce que vous avez connaissance de la Constitution? C'est juste une question. J'ai lu la Constitution. OK. Parce que quand je lis la Constitution ici, je vois que des articles 63 jusqu'aux articles 74. De tous ces articles-là, le seul article qui a été ajouté, qui est nouveau, dans la Constitution de 2016, c'est l'article 74. Il vous dit ici, le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres du Parlement. Sinon, tous les autres articles ont été repris in extenso de l'ancienne Constitution. Mais quand on regarde ces articles consacrent l'absolu pouvoir au président de la République. Ces articles-là, que ce soit la Constitution de 2000 ou de 2016, consacrent l'absolu pouvoir au président de la République. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit sous le régime de Laurent Gbagbo ou que ce soit sous le régime d'Alassane Ouattara, vous avez contribué à faire en sorte que le président soit pratiquement un demi-dieu sur l'État de Côte d'Ivoire? Action. Merci beaucoup. Alors, avant de revenir sur la question d'Élysée,
je voudrais d'abord revenir sur celle qui a été posée, la problématique qui a été posée par M. Kokora. Alors, M. Kokora dit qu'eux, ils sont chargés de faire des enquêtes, mais c'est à la justice de mener le processus jusqu'au bout. Alors, je m'étonne de cette justice qui est sélective. Ça, il oublie de le mentionner. À partir du moment où cette justice a eu la force et les moyens de traiter les questions liées aux soldats qui ont servi sous le président Laurent Gbagbo, elle aurait dû avoir la même force et la même célérité qu'elle a eue avant pour traiter aussi les questions liées aux meurtres qui ont été commis par les agents de la rébellion. C'est de ça que nous parlons et c'est pour ça que nous avons qu'il y a une discrimination dans la conduite des affaires de la justice. Ça, c'est important. Mais pourquoi, quand il s'agissait des pauvres Gbagbo, l'accusation ou bien l'État, à travers ce qu'il dit, a fait ses enquêtes, mais la poursuite allait jusqu'au bout. Mais pourquoi arriver sur les pauvres Ouattara, ces poursuites n'ont pas été menées jusqu'au bout? D'où la notion de la justice à double vitesse, de la justice des vainqueurs. Or, partout où il y a justice des vainqueurs, il y a un problème d'état des droits parce que l'état des droits, c'est garantir les mêmes droits à tous les citoyens. Peu importe leur origine, peu importe leur race, peu importe leur appartenance politique. Très bien. La question d'Élysée? Je ne comprends pas même le sens de sa préoccupation. Voilà, dans le débat qu'on est en train de mener. On parle d'état des droits. Il peut peut-être mieux expliquer? Non, je viens. Parce qu'il a dit que depuis sous Gbagbo, il y a eu un ensemble de pouvoirs qui ont été concentrés dans les mains du chef de l'État. Selon l'article 74 de la Constitution, oui. Un demi-dieu, selon ses propos. Et si je peux les systématiser ici. Alors, mais Gbagbo Laurent n'a pas écrit de constitution. Gbagbo Laurent n'a pas écrit de constitution. La constitution qu'il est venu trouver et sur laquelle il a travaillé est issue de la transition qui a été menée par le président Robert Gueye, le chef de l'État en son temps. Par contre, le chef d'État actuel a écrit une constitution. Je pense que si on avait la possibilité d'écrire une constitution, on allait aller vers une relativisation des pouvoirs du chef de l'État. Très bien, il va réagir, Élysée, relance. Ok. Je pense qu'il faut quand même qu'on soit un peu conséquent. Allez-y. Sous la transition, on peut rappeler la composition de la transition. Allez-y. La transition, après 4 mois, le RD a quitté la transition. La transition a été conduite par le FPI et la junte militaire, qui ont donc écrit la Constitution. Laurent Gbagbo, et c'est de mémoire, a pris même à une déclaration, il a dit l'article 35 a été écrite justement pour éliminer Ouattara. Ça, c'est encore de notoriété, nous tous on l'a vu. Donc quelqu'un qui n'a pas écrit une constitution, mais qui sait l'esprit qui a poussé la constitution à écrire l'article 35. Vous ne pouvez pas me dire que Laurent Gbagbo est étranger à la constitution. Très bien, il va réagir maintenant, bien sûr. Merci beaucoup. Laurent Gbagbo, il y a très peu de temps, lors d'un meeting, a fait un commentaire sur la constitution actuelle, qui a été prise en 2016. 2016, oui. Voilà, mais ce n'est pas lui qui a écrit cette constitution. Mais il a dit que cette constitution imposait qu'un troisième mandat ne pouvait se faire. Il ne fait qu'une interprétation, une analyse de la constitution, selon l'esprit qu'il sous-tend ou bien l'esprit qu'il perçoit dans cette constitution. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est lui qui est le maître ou bien le maître de cette constitution. Très bien. Donc c'est un commentaire qui a été fait par un homme politique. Bon, on va terminer dessus. Excusez-moi, je vais terminer dessus. Herman, s'il vous plaît. Soit, on reste sur ce qu'il dit, mais la question reste toujours d'actualité. Laurent Gbagbo n'a pas écrit de constitution, il vient y trouver une constitution qui donne tous les pleins pouvoirs à un président de la République, donc qui en fait un demi-dieu. Est-ce qu'il trouve, lui, qui est un homme d'état de droit, aujourd'hui qui condamne la gestion du pouvoir parce qu'il estime aujourd'hui que le président est pratiquement le dieu vivant sur terre. Alors que cette constitution, comme je le dis, de l'article 63 jusqu'à l'article 74, qui consacre les pouvoirs du président de la République, il n'y a qu'un seul article qui a été modifié en 2016. Tout vient de 2000. Donc, on ne peut pas fustiger ça aujourd'hui quand on n'est pas au pouvoir. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que la Constitution ou bien le pouvoir qu'on donne au président ne le constate pas, ne lui donne pas cette statut de demi-dieu qui fait qu'aujourd'hui on a un problème avec? Il va réagir, il va réagir. Est-ce que le débat porte sur le pouvoir du président dans la Constitution? Non. Non. Élysée, laissez-le réagir. Okay. Non, le débat ne porte pas sur ça. Allons-y. Le débat porte sur l'état des droits en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, est-ce que le droit, la loi est respectée? On parle même de cette constitution. Le président est garant du droit. Du respect du droit. Le président est garant du respect du droit. Allez-y. Donc, même la constitution dont on parle, nous voudons que cette constitution soit respectée. Il y a problème au niveau de l'état des droits quand la constitution elle-même n'est pas respectée. Donc, le débat ne porte pas sur les pouvoirs qui sont concentrés dans les mains du chef de l'État, mais le débat porte sur le respect de la Constitution, le respect stricto sensu de la Constitution. Par exemple, quand la Constitution dit qu'un troisième mandat n'est pas possible et que quelqu'un s'arroge le droit de faire un troisième mandat et il même sollicite un autre mandat, je pense que ça, ce n'est pas un problème de pouvoir dans la Constitution du chef de l'État, mais c'est un problème de respect de la Constitution dans les normes qui ont été dictées. Herman. D'abord, il y a une première question là, pour rester à M. Bless là.
C'est vrai que vous dénoncez un certain état de droit, une assemblée d'état de droit. Durant vos années de pouvoir, pourquoi n'avez-vous pas mis vous-même en place des réformes qui allaient peut-être rendre sereine tout cet arsenal juridique-là pour qu'on puisse garantir plus ou moins un état de droit? Vous savez, nous, dans ce pays-là, on nous connaît comme des combattants de la liberté et de la démocratie. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des urnes transparentes en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus pour que le vote s'efface à l'âge de 18 ans. Nous nous sommes battus pour l'institution d'une commission électorale qui soit indépendante. Nous avons mené des batailles et nous avons eu des grandes victoires. Donc le problème, je reviens là-dessus, n'est pas ce qui est écrit même dans la Constitution, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Je vous donne un exemple, je reviens là-dessus. La loi dit, cette Constitution actuelle qu'on a, dit qu'un individu ne peut pas faire plus de 2 mandats. Mais c'est lorsqu'un individu essaie de faire plus de 2 mandats qu'il y a problème. Donc le problème ne réside pas dans la Constitution, mais le problème réside dans la volonté de respecter ou non les tests chez certains individus. Ceux d'en face disent par exemple que nous sommes dans une nouvelle république donc, qui remet à plat l'ancien national constitutionnel. Avec tout le respect que je lui dois, je pense que c'est de la mauvaise foi. Parce que M. Bakongo, par exemple, qui n'est pas quelqu'un de mon parti, qui est aujourd'hui secrétaire exécutif du HDP, a dit que l'article 183 interdisait au chef de l'État actuel de pouvoir se présenter un 3e mandat. Il s'est appuyé sur l'article 55, il s'est appuyé sur l'article 183. Le ministre de la Justice, allant défendre la Constitution devant les députés, a dit qu'il pouvait prouver techniquement qu'il était impossible au chef de l'État de se représenter à un 3e mandat. Il y a eu donc une attitude dolosive de la part des tenants du pouvoir. Ils ont trompé le peuple pour les emmener à voter une Constitution alors qu'ils savaient bien qu'ils avaient un plan derrière la tête. Monsieur Kokora, qu'est-ce que vous répondez à cette Alors, ce que vraiment j'ai entendu beaucoup de choses, mais je crois qu'il faut être concentré dans le débat. Dans votre première prise de parole, c'est vous qui avez dit que, en posant la question s'il y avait un état de droit, vous avez dit que malheureusement il n'y a pas d'état de droit parce que les pouvoirs seraient concentrés entre les mains d'une seule personne. Donc on ne peut pas dire une chose de son contraire. C'est vous qui l'avez dit. Je crois que c'est pour ça qu'il vous a posé la question. Mais je pense que, heureusement qu'il est revenu là-dessus et vous a rappelé que vous avez donc géré ce pays et vous aussi, vous aviez le pouvoir, donc concentré entre vos mains. Mais si on est tous d'accord que le pouvoir ne doit pas être concentré entre les mains d'un individu, mais il faut qu'on change la Constitution. Vous ne pouvez pas prendre le prétexte qu'en 2000, vous n'étiez pas au pouvoir, donc vous n'avez pas voté une Constitution et donc vous n'êtes pas responsable de cette Constitution. Je peux comprendre. Mais lorsqu'on arrive au pouvoir, en tant que président de la République, on peut initier, si on n'est pas d'accord avec la constitution qu'on a trouvée, on peut initier donc une constitution. Une réforme constitutionnelle. C'était d'ailleurs ça ma question. Voilà. Donc M. Laurent Gbagbo, il a dit clairement au Forum pour la réconciliation nationale qu'il ne ferait pas voter une nouvelle constitution. Ça veut dire qu'il était entièrement d'accord avec la constitution de 2000. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, ils étaient avec le général Obeguei. Certains conseillers du général Obeguei étaient du FI, Lida Kwasi et autres. Ils étaient des conseillers. Vous êtes restés membre du gouvernement, vous êtes responsable de cette constitution. Vous avez donc contribué à son élaboration. Donc vraiment, il faut assumer ses responsabilités dans l'histoire. Alors, vous savez, l'état de droit ne pourra pas être garanti si on a des gens qui pensent qu'ils ont le pouvoir d'interpréter les lois et de décider à la place de nos institutions. Vous avez parlé de justice, mais lorsque des positions sont posées dans un pays, vous avez votre position de dire que quelqu'un ne peut pas faire un autre mandat. Les autres disent qu'il peut faire un autre mandat. Mais quand les débats ont eu lieu, qui a le pouvoir et l'autorité de décider? Mais ce sont les organes de justice, dont le Conseil constitutionnel. Donc quand le Conseil constitutionnel a décidé depuis 2020, si vous êtes un républicain et que vous respectez l'état des droits, vous devez vous taire sur cette question. Parce que vous et moi n'avons pas le pouvoir de dire qui peut être candidat dans un pays et qui ne pourrait pas l'être. Le faire, c'est un déni que vous faites à nos institutions. Et ça, ce n'est pas l'état des droits. L'état des droits, ce n'est pas le jugement à géométrie variable. Que lorsque les décisions vous arrangent, l'état des droits est là, la justice est bonne. Mais quand elle ne vous arrange pas, les décisions de justice ne sont pas bonnes. Mais je vais revenir là-dessus. Vous avez dit une chose qui est grave. Et il faut rentrer dans l'histoire, en parlant donc des républiques. Mais il faut vous informer, au Sénégal, Macky Sall a fait Abdoulaye Wade a fait 2 mandats. 2000, en 2002, ils ont changé la Constitution, ce qui lui a permis d'être candidat en 2012. Vous savez quoi? Il y a eu le même débat au Sénégal. Mais lorsque le Conseil constitutionnel a tranché et a permis à Wade d'être candidat, mais tout le monde s'est tué. Parce que là-bas, effectivement, ils respectent les institutions. C'est votre comportement de ne pas respecter les institutions de la République qui plonge donc les pays dans des crises. Et vous, Blaise Las, je crois que vous avez dit sur un plateau télé que le président, il est illégal.
Je vous assure, si nous n'étions pas dans un état de droit, mais vous aurez été arrêtés. Parce que traiter un président de la République d'illégal sur un plateau télé, je crois que c'est la chose la plus grave. Mais on vous a laissé partir à la maison, mais c'est parce qu'on respecte votre liberté d'expression. Monsieur Kokora, Herman, dernière relance pour vous réaliser. Dernière relance. On constate, c'est vrai que vous parlez de l'état de droit, ce qu'il y a et autres, mais il n'y a que des militants, des cadres des partis, certains partis de l'opposition sont arrêtés. C'est vrai, on peut regarder un peu après les charges contre eux. Il y a aussi que le fait, c'est que des candidatures de leaders de l'opposition, des leaders quand même qui sont significatifs sur l'échiquier, ont vu leur candidature rejetée. Quoique ces leaders-là ont été adoubés par leur convention de leurs partis respectifs. Alors maintenant, est-ce là la justice équitable que prône le RHDP? D'abord, votre perception n'est pas juste. En Côte d'Ivoire, les jugements ne sont pas faits en fonction des couleurs politiques. Je peux vous donner des exemples. Donc, des cadres du RHDP qui ont été arrêtés, j'étais en prison. Le cas le plus récent, c'est l'ancien ministre Joël Nguessan, donc qui a été arrêté. Je vous apprends qu'il a été porte-parole du RDR pendant pratiquement 10 ans. Il a été libéré. Il a été sous caution de façon provisoire. Et donc, il y a une procédure qui est en cours. Je peux vous prendre l'exemple du maire de Bangolo, qui a été arrêté en début avril, donc qui est parti en prison. Je peux vous citer des cadres importants du parti d'aujourd'hui qui ont fui le pays parce qu'ils sont poursuivis. Je peux prendre l'exemple de l'ex-DG de la nouvelle pharmacie de la santé publique, donc qui est en fuite. Je peux vous prendre même des militants du RADP qui jusque-là sont en prison. On a un célèbre activiste des réseaux sociaux qui défend le régime, Choupapi, mais aujourd'hui il est en prison. Tout ce que vous citez ne sont pas des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et autres. Mais là, non, vous dites, est-ce qu'on arrête? Non, non, ce n'est pas les faits qui comptent. On va l'écouter peut-être. S'il vous plaît, vous avez posé une question qui est précise. Vous m'avez demandé, vous avez dit, ce sont les cadres de l'opposition qui sont arrêtés, j'étais en prison. Donc, je vous donne aussi des noms des cadres du RADP mis en prison. Maintenant, si tu veux revenir sur les faits, là, il appartient à la juge d'apprécier les faits. Mais sur le fait que les gens sont traités de façon équitable dans notre pays, devant la justice, je vous ai donné des exemples. Je vous rappelle, dans ce pays, Mme Simone Veil Gbagbo, elle a été poursuivie pour crime contre l'humanité, elle a été jugée en Côte d'Ivoire et acquittée. Ça, c'est l'état du droit. Très bien. Elle n'a pas été acquittée, elle a été condamnée. Élisée, vous n'avez pas la parole. Il y a eu deux faits. D'abord, atteinte à la sûreté, et puis ensuite, crime contre l'humanité, où elle devait aller à la CPI. L'État de Côte d'Ivoire décide de la juger ici. Herman, on va écouter Élisée. Je vais poser une question à M. Kokora. M. Blaise Lass m'a dit quelque chose quand même qui mérite qu'on puisse y jeter un œil. On prend les événements, c'est vrai que vous aviez dit qu'à cause de l'état de droit, il y a eu des gens qui ont été condamnés et autres, mais il y a des événements quand même qui restent des événements importants dans la vie de la nation. C'est ça. On a les crimes par exemple de Djokwe, dans le cadre de la crise post-électorale. C'est ça. On a vu des procès qui ont été faits comme celui par exemple de la décapitation de Toussaint, où il y a des gens qui ont été condamnés, mais jusque-là, qu'en est-il de la situation de Djokwe, où en une seule journée, près de 800 personnes, selon les organisations des droits de l'homme, ont été exécutées. On n'a pas encore eu de suite. On n'a pas encore eu de jugement, on n'a pas eu de personnes condamnées. Qu'est-ce qu'il en est? Vous qui êtes, je vais dire aujourd'hui, garant de l'état de droit, qu'est-ce que vous dites pour ça? Est-ce que vous avez lu le rapport des faits dont vous faites cas? Que dit ce rapport? Voilà. Est-ce que vous avez lu le rapport? J'ai lu le rapport des organisations des droits de l'homme. Voilà. Je vous serais tenté de vous poser la question s'il y a des gens qui ont été incriminés et qui n'ont pas fait l'objet de procès. Je vous rappelle que dans ce même cadre, Monsieur Amadé Ouremi, qui était le principal instigateur et responsable de ce massacre, a été arrêté, jugé, condamné à perpétuité. Donc, il y a eu un jugement sur ce cas. Et tout le monde nous reconnaît, vous prenez les rapports, il est clair. Il est le responsable de ces crimes à Djokwe. Donc, il y a eu un jugement. Voilà. Donc, maintenant, si vous me dites qu'il y a des cadres du RADP qui étaient mêlés à cette affaire et qui seraient en liberté, bon, vous pouvez... J'ai mené aucune investigation dessus. Voilà. Pour être honnête, vous dites s'il y a des cadres ou pas. Toujours est-il qu'on a suivi un peu le procès de M. Amadé Ouremi. M. Amadé Ouremi, c'est vrai, a été condamné pour des crimes qu'il a commis dans la forêt du Mempueko et dans les périphéries de Djokwe. Mais je vous parle d'une situation qui a eu lieu à Djokwe et on n'a eu aucune communication officielle sur le fait que, sur ces rapports qui ont été faits par les organisations des droits de l'homme, comment on appelle ça, l'État du Côte d'Ivoire a mené des investigations et les personnes telles ont été interpellées et ont été... Non, c'est ce que je dis. Je dis c'est le rapport qu'on n'a pas eu. Je poursuis ma question. Allez-y, allez-y. Il y a eu une commission de réconciliation et vérité qui a été mise en place, dirigée par Feu, l'ancien Premier ministre Bani, qui a fait un rapport
Où est le rapport? On n'a jamais eu connaissance de ce rapport. Si, le rapport, il est public. Vous pouvez taper sur Internet, vous verrez le rapport. Que dit le rapport? Mais le rapport, il est clair. Et son discussion. Qu'est-ce qu'il dit? Que dit le rapport? Mais le rapport... Les grandes lignes du rapport. Non, d'abord, le rapport de Bani, ce n'était pas une enquête. C'était un rapport pour conduire le processus de réconciliation nationale. Oui, je n'ai pas dit c'est une enquête. Voilà. Donc, le processus de réconciliation nationale est clair. Il a mis en place un ensemble de mécanismes pour ramener la paix dans le pays. D'abord, le retour des exilés, le dégel des avoirs. Je rappelle, à toute fin utile, qu'il y avait près de 300 000 réfugiés, donc, que ce soit au Ghana, au Bénin et partout. Mais ils sont tous revenus aujourd'hui. Parce qu'on a exécuté donc, les recommandations de Bani. Il y avait le dégel des avoirs. Je rappelle que même les Katina Koné, qui ont fait 10 ans à l'extérieur, quand ils sont revenus, il a réintégré, sa fonction. Il a même eu son rappel de 10 ans, alors qu'il n'a jamais travaillé pendant les 10 ans. Mais ça, c'est compte tenu du fait qu'il y a eu un rapport, effectivement, qui a été mis en place. Et d'abord, après le rapport, la CDVR, on a mis en place la CONARIV, donc, qui a poursuivi le processus. Et Mme Mariatou Koné est partie au Ghana, où les gars ont failli la frapper. Mais donc, le processus a été poursuivi. Mais M. Kokora, il y a des célèbres prisons, bon, je veux dire des célèbres acteurs politiques comme Charles Blé Goudé, qui ont aujourd'hui leur compte gelé, qui ne sont pas encore dégélés. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, je crois que je n'en ai pas connaissance. Peut-être qu'il va falloir qu'il s'adresse donc aux autorités compétentes pour avoir donc les raisons pour lesquelles son compte ne s'est pas digéré, mais vraiment, je n'ai pas l'information. Très bien, merci beaucoup, monsieur Las. Vous avez des éléments de réponse à donner aux différentes questions, allez-y. Je n'ai pas compris les questions. Hein. D'accord, ou des compléments d'information. Non, moi j'ai même une question pour lui. Non, on va aller avec Élisée. Ok, j'ai une question pour M. Blaise Lasme. Blaise Lasme, le PPACI est un parti des peuples africains, un parti qui se veut légaliste, donc un parti qui est attaché à l'application des lois. Il savait donc, on peut ne pas être d'accord avec les décisions prises, mais vous qui êtes légaliste, est-ce que vous pensez que c'est légitime et légal de remettre en cause la décision d'une institution de la République, laquelle? Le Conseil constitutionnel, donc qui en 2020 dit que le président Ouattara peut être encore candidat, et donc vous vous remettez sans cause, vous dites que c'est illégal, c'est pas juste. Sur quel élément vous vous appuyez? Est-ce qu'en tant que légaliste, c'est normal de dire qu'une institution de la République n'a pas agi en fonction du droit? Merci, M. Lisée. Je pense que nous savons au moins lire. Bien sûr. La Constitution est claire. Un troisième mandat est illégal. Peu importe ce qu'on va dire, peu importe les arguties qui seront développés, l'article 183, l'article 55 disent qu'un troisième mandat est illégal. Tout à l'heure, à l'entente de mon propos, je n'ai pas parlé spécifiquement de la concentration des pouvoirs dans les mains d'un individu. J'ai parlé de la soumission des institutions à la volonté d'un individu. C'était ça mon propos. Je parle de quoi? Vous voyez, je lis ici statut spécial de l'ancien président. La loi 2005-201, 16 juin 2005, fixe des garanties procédurales particulières. L'ancien président ne bénéficie pas d'une immunité juridictionnelle après son mandat, mais toute poursuite est soumise à une procédure spéciale. Est-ce que cette procédure spéciale-là a été respectée concernant le président Laurent Gbagbo? Non. Quelle est cette procédure spéciale? En cas de poursuite pénale, le procureur général, près la Cour de cassation, doit saisir le bureau de l'Assemblée nationale. Okay. Le Parlement est convoqué et statué par un vote spécial aux 2 tiers de ses membres. Est-ce que ça a été fait? Ben, répondez-nous, je sais pas. Non, mais ça n'a pas été fait. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on parle d'état de droit qui est menacé en Côte d'Ivoire. Parce que les normes, ce qu'on écrit, ce qui doit régir les rapports entre les individus, entre les Ivoiriens, ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Il y a des gens qui ont tous les droits, il y a des gens qui n'ont pas les droits. Ils parlent des droits, mais il y a des gens qui ont braqué ici l'État ivoirien, des mutés, qui ont pris en otage l'État ivoirien, à qui on a donné des millions et des millions par muté. Ça se chiffre à des milliards. Est-ce qu'il y a eu des poursuites judiciaires? Aucune poursuite judiciaire, parce que c'est les enfants chéris de ce régime-là. C'est de ça qu'on parle. Élisée, vous avez une relance? Juste ce que je voulais... Et on passe à Herman. Oui, la relance avant qu'on ne parte. J'ai compris en fait vos explications. Mais ici, est-ce que vous ne pensez pas que... Parce que l'État du Côte d'Ivoire, hein, vous avez connaissance de l'article 54? L'article 54 du statut des anciens présidents comment dit, cet article a dit quoi? Dans son dernier alinéa, je pourrais trouver cet article dit que les mesures spéciales réservées à un ancien chef d'État ne sont pas prises en compte quand les infractions opposées à ce chef d'État-là se sont faites dans le cadre électoral. Donc, c'est ce que l'article 54... Très bien, Élisée va vous sortir l'article pendant qu'on passe à Herman. Je peux l'aider s'il veut. Si vous avez l'article devant vous, allez-y, Élisée. On va l'écouter, l'article. Malheureusement, ils ne lisent pas les lois. Allez-y. Alors, l'article 54 dit
les mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien président de la République, d'un ancien chef... 54 de quelle constitution? De la Constitution de 2016. 2016. Oui. Allez-y, on l'a tous ici, allons-y. C'est le statut relatif à... Ok. Donc la loi est rétroactive alors? S'il vous plaît. Les mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien président de la République, d'un ancien chef ou président d'institution ou d'un ancien membre du gouvernement pour les faits criminels ou délictuels par lui commis ne prospèrent pas pour les poursuites donc des infractions perpétrées lors des campagnes électorales ou à l'occasion des élections. Les poursuites de ces infractions sont régies par les dispositions du code électoral, du code pénal et du code de procédure pénale. Très bien, merci beaucoup, M. Allez-y, monsieur Ok, il avait dit tout à l'heure qu'on ne lit pas la Constitution. Il ne suffit pas de lire, il faut comprendre ce qu'on dit. C'est ça qui est vraiment fondamental. Il parle de la Constitution de 2016. On parle des faits de 2011. Non, ce qu'il a cité, excusez-moi, non, ce qu'il a cité, c'est la loi sur 2016. Non, la loi sur les statuts. Mais entendez-vous au moins Non, d'abord, ce n'est pas la Constitution. Excusez-moi, c'est la loi. Non, c'est la loi. C'est le point d'Élysée qui est la loi sur les statuts relatifs aux anciens chefs d'État et membres du gouvernement. La Constitution, il est plus... C'est cette loi, c'est la loi. C'est l'article 54 de cette loi. Sinon, ce n'est pas la Constitution. Voilà, c'est pas la Constitution. Le braquage BCAO, ça concerne, selon ce qu'il dit là, le moment électoral, la période électorale. Mais non. Mais pourquoi non? Mais non. Mais pourquoi non? Mais non. Expliquez. Mais le dit braquage, d'abord, même tout à l'heure, ce qui me plaît, c'est qu'il s'est contredit lui-même. Il a parlé du ministre Kone Katina, qui est revenu, qui a eu son rappel des choses. Des avoirs. Voilà, 10 ans. Bon, ça, c'est à vérifier parce qu'il dit souvent des choses. Ah bon, donc ça doit lui dire c'est si à c'est vérifier. faux. Mais pourquoi tu as vérifié alors que c'est pas vrai? C'est que tu n'es pas quoi de tu ne dis pas souvent des choses qui sont vraies. Donc, non, c'est ton cas. A-t-il reçu son argent ou non? Peut-être que toi, tu as l'habitude de dîner. Donc je te donne l'information. Non, ça, c'est une information à prendre sur les PC. Bon, tu as donné des informations. Très bien, donc alors, comment M. Kone Katina, qui est l'auteur, d'après le RHDP de ce braquage-là, puisse bénéficier même d'un rappel de son solde? Pour vous, c'est incongru? C'est incongru, c'est paradoxal, et ça démontre que ces accusations sont fantaisistes. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Très bien. Herman, vous aviez vous demandiez la parole? À M. Blaise, là, les rapports d'observateurs internationaux pointent souvent des lacunes démocratiques qui persistent en Côte d'Ivoire, hier comme aujourd'hui. Donc, votre parti peut-il donner des leçons aujourd'hui au parti au pouvoir pendant que, comme on l'a dit plus tôt, ce parti-là, lorsqu'il avait les affaires par le passé avec l'ancien FPI, n'a pas lui-même initié des réformes structurelles pour changer la CEI, la Constitution et bien d'autres choses, puisque la corruption que vous dénoncez aujourd'hui continue. La quoi? La corruption que vous dénoncez aujourd'hui était là hier. Réaction? Quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, il met en place des mécanismes pour pouvoir juguler la corruption. L'un de ces mécanismes, c'est la mise en place du SICFIP, Système intégré de gestion des finances publiques, pour optimiser et rationaliser la gestion des finances publiques. Laurent Gbagbo, il fait un appel à compétences pour recruter ceux qui doivent gérer les impôts, la douane, les trésors. Mais il y a eu un ensemble de mesures qui ont été prises pour pouvoir favoriser, en matière de gestion financière, une gestion optimale. Donc nous avons travaillé à ce que la corruption ne soit pas endémique, à ce que la corruption soit contenue. Mais il faut aussi revenir au contexte dans lequel nous sommes. C'est pourquoi je ne suis pas à l'aise quand ceux-là nous critiquent. Non, on va pas dire ceux-là. Ah oui, quand le bien sûr. RDR devenu RHDP nous critique. Mais on a gouverné ensemble. C'est pas utile. Hein. Allons sur le RHDP directement pour éviter justement... Non, il ne faudrait pas qu'ils aient aussi honte de leur passer parce qu'ils tentent de gommer. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ici sur le plateau, allons dans le RHDP. Non, il y a un problème avec la loi. Non, allons-y. Non, c'est vous qui avez un problème dans l'application. Monsieur Blaise, pour répondre à ma question. Voilà, donc je veux dire que quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, il met en place des mesures pour rationaliser la gestion de la chose publique. Il met en place des mesures, des cadres réglementaires pour contenir et régler les questions de corruption qui étaient endémiques. Donc c'est ce que je veux dire. Et puis Laurent Gbagbo, quand il a été question des travers économiques, notamment dans le secteur café, il a agi. Très bien. Il a agi. Laurent Gbagbo n'est pas comme le chef de l'État actuel. Parce qu'on ne va pas dire que quelqu'un a détenu au fait 100 milliards et puis on le laisse comme ça. Mais tout à l'heure, M. Kokora l'a dit, il y a eu des cas aussi pour lesquels des responsables d'institutions et d'appareils ont été jugés. Pour exemple, des menus fouettés. Vous considérez ça comme un menu fouetté? Oui, ça c'est des menus fouettés. Il y a des gens qui ont détenu à la geste aussi, près de 1000 milliards qui ont disparu, au fait, à l'Ain Sud.
il y a eu des structures d'État qui ont été pillées à la psychologie, tout et tout, avec la bienveillance, complicité du régime. Ça n'a pas donné lieu à des poursuites sérieuses. Très bien, monsieur, non, permettez à ce qu'il réagisse, s'il vous plaît. Alors, heureusement, vous avez posé la question sur la corruption. Oui, allez-y. On peut interroger les rapports, les indicateurs. Heureusement qu'il dit que Laurent Gbagbo a mis des structures en place qui n'ont pas fonctionné. Je lui rappelle à sa jeune mémoire que lorsqu'il partait du pouvoir, nous étions classés par Transparency International à la 159e place. Aujourd'hui, nous sommes à la 69e place. C'est près de 100 places que nous avons gagnées grâce aux mesures mises en place donc, par le président de la République. Je lui rappelle que la Cour des comptes, par exemple, a toujours existé dans nos différentes constitutions. Elle n'a jamais vu le jour. Nous l'avons mise en place à l'effet de contrôler donc, la gestion de l'État. Je lui rappelle que nous avons créé un ministère spécial dédié à la lutte contre la corruption et aujourd'hui qui est passé comme institution la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Nous avons mis en place le pôle pénal économique qui aujourd'hui juge donc les voleurs à col blanc, tous ceux qui détournent de l'argent. Mais ce qu'il oublie, c'est que la structure que Laurent Gbagbo a mise en place... Laquelle? Il a dit son nom, peut-être il peut rappeler, parce qu'aucun Ivoirien ne se souvient de ça, parce qu'elle n'a jamais fonctionné. Le CIFIP. Mais le CIFIP... Non, je suis un ignorant, il n'y a pas de problème. Non, je suis un ignorant, il n'y a pas de problème. Pourquoi je pose la question? En fait, donc j'ai dit le CIFIP. Monsieur Lass, est-ce que vous pouvez vous calmer dans le débat? Allez-y. Soyez poli. S'il vous plaît, monsieur. Allez-y. Je ne vous ai pas encore agressé. Et donc là, j'ai dit, le CIFIP qu'il a mis en place, il a dit que c'était pour... assainir les finances. Mais la corruption, ce n'est pas seulement au niveau étatique, la corruption, c'est dans la société. Il faut effectivement lutter efficacement avec des institutions, des campagnes de sensibilisation, avec tout un mécanisme, donc à la base de sorte à ce que du bas peuple au sommet de l'État, on puisse donc véritablement lutter contre la corruption. Donc nous avons mis en place des mécanismes aujourd'hui qui ont donné des résultats probants. Nous sommes à la 69e place aujourd'hui sur 180 pays et donc au monde. Je rappelle que lorsqu'il partait du pouvoir, la Côte d'Ivoire occupait pratiquement la dernière place en Afrique en concurrence avec le Cameroun. Parce que nous étions un pays totalement corrompu. Et il nous parle donc de la filière café-cacao. Les détournements ont commencé depuis pratiquement 2003, où Laurent Gbagbo, même un jour, agacé par ces détournements, a crié « Vous volez, on vous le dit tout le temps. Mais vous n'écoutez pas, un jour on va vous attraper jusqu'à pour vous attraper. » Et c'est sous la pression des bailleurs de fonds, après rapport, sous la pression de menaces donc de couper tous les liens avec la Côte d'Ivoire en termes donc économiques, qu'ils ont été arrêtés. Mais je rappelle qu'ils ont été arrêtés en 2007 jusqu'au départ de Laurent Gbagbo. Ces malheureux n'ont jamais fait face à un procès. C'est lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2011 qu'ils ont été jugés. Donc, vraiment, c'est bien beau. Et aujourd'hui, mais c'est grave de ce qu'il dit. Il dit des gens auraient détourné 1000 milliards à la justice. Je ne sais pas s'il comprend bien les chiffres. Un pays qui fait du détournement, un principe de gouvernance, on est tous d'accord que les bailleurs de fonds donc, vont sortir de ce pays. On se rappelle qu'en 1998, pour 18 milliards détournés, les bailleurs de fonds sont partis de la Côte d'Ivoire. Ils ne savent rien de la gouvernance. Je lui rappelle que la fondation Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance en Afrique, aujourd'hui, hier, nous étions à la 46e place en 2011, sur 54 pays. Savez-vous à quelle place nous sommes aujourd'hui? Nous sommes à la 16e place. Non. Et non, vous prenez le MCC, je termine. Parce que voilà, non, je termine. Vous prenez le MCC, le Millennium Challenge Corporation, donc qui classe ou bien qui évalue la gouvernance dans un pays. C'est une agence américaine. Quand nous arrivions au pouvoir en 2011, la Côte d'Ivoire remplissait 4 critères sur 20. Mais déjà en 2016-2017, nous sommes passés à 16 critères sur 20, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir pratiquement 500 millions de dollars. Monsieur Lass, réaction? Oui, mais il faut qu'on sorte des incantations. Quelle incantation? C'est des incantations, ce qu'il est en train de faire. Des chiffres, hein? Non, tous ces chiffres sont vérifiables. Mais il faut vérifier, pardon. Mais d'abord, il y a des choses au moins qui sont factuelles. Au fait, est-ce qu'il n'y a pas eu 100 milliards qui ont été détournés? Vous avez un rapport qui le dit? Oui, il y a un rapport. Le rapport de quelle structure? Il y a un rapport qui le dit. De quelle structure? Non, j'arrive. Quand vous parliez, je ne vous ai pas interrompu. Allez-y. Mais au-delà de ça, la Cour des comptes dont il parle, la Cour des comptes a révélé des dangereuses pratiques au sommet de l'État. On a vu ici, au niveau du passeport, des pièces d'identité, ce qui a été reversé comme quote-part à l'État ivoirien était complètement insignifiant, sans que jusqu'à présent, on nous explique ce qui s'est passé. On a vu ici qu'il y a des intermédiaires qu'on sollicite pour aller emprunter de l'argent, comme c'est le travail d'emprunter de l'argent. Mais ces intermédiaires, là où ils étaient prévus pour 10 milliards, mais certains ont eu jusqu'à 30 milliards. On a vu ici que le GAFI nous a interpellés
comme un État véreux. Donc, on ne peut pas avoir ces indicateurs-là et puis venir dire que tout va bien. Tout ne va pas bien. Ça va bien peut-être pour eux, mais ça ne va pas bien pour le peuple ivoirien. Ma relance, c'est justement aux deux rapidement. Et M. Bless, là, il y a eu quand même le cas de Fulton, cette usine qui devait faire de la transformation du cacao depuis les États-Unis pour nous, avec, on parle même de 2 milliards, je crois. Et il y a, pour vous aussi, 500 milliards 500 milliards. Et pour vous aussi, il s'agit. Est-ce que c'est juste de dire que la gestion de 2003 jusqu'en 2011, en 2010, qui était une gestion dans un gouvernement que nous, des journalistes, on appelait le gouvernement à crabe, de mettre la responsabilité des failles de cette gestion-là à la seule responsabilité des gens qui étaient au pouvoir, alors que c'était un pouvoir qu'on gérait. Monsieur Kokora répond d'abord. Il ne faut pas insulter l'intelligence des Ivoiriens. Vous déniez donc au président de la République élu, Laurent Gbagbo, la responsabilité de gérer ce pays. Vous savez, le président de la République, il a eu le chef de l'exécutif. Il y a eu Marcoussi. Non, j'arrive. Marcoussi ou pas, le monsieur... Est-ce qu'on est tous d'accord? Donc il aurait pu ne pas... Est-ce qu'on est tous d'accord que jusqu'aux élections présidentielles, avant qu'il ne perde les élections, il était le président de la République de Côte d'Ivoire? Ben oui. Est-ce qu'on est d'accord? Quelle est la responsabilité d'un chef d'État? Un chef d'État, quel que soit le gouvernement formé, a l'obligation de les emmener à travailler. Lorsque quelqu'un ne travaillait pas dans un gouvernement, on le fait sortir. Il ne l'a jamais dénoncé. Et d'ailleurs, je vous apprends que M. Laurent Gbagbo a dit publiquement que Guillaume Soro a été son meilleur Premier ministre depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Pourquoi mention de Guillaume Soro? Mais parce qu'il était le chef de ce gouvernement. Donc, vous ne pouvez pas dire que votre Premier ministre il travaille bien, vous êtes d'accord avec sa gestion, et venir dire que parce que des gens auraient participé à ton gouvernement, alors il porte la responsabilité. La responsabilité incombe, cher frère, dans un pays sérieux, dans un État sérieux, au président de la République. Qu'est-ce que le RHDP même pense de Guillaume Soro? Mais ce n'est pas le débat. S'il y a un débat sur Guillaume Soro... évoqué pour Gbagbo. Non, si vous posez une question qui est précise, restons dans le carnaval de la gestion. M. Laurent Gbagbo dit que Guillaume Soro était son meilleur Premier ministre. Oui. Et qu'est-ce que le RHDP pense de Guillaume Soro? Mais on n'a rien à penser de M. Guillaume Soro. Ce que nous disons, est-ce qu'effectivement M. Laurent Gbagbo, de 2000 à 2010, est resté le président de la République de Côte d'Ivoire? Est-ce que sous lui, la corruption n'existait pas et n'était pas endémique? Est-ce qu'on n'était pas classé pratiquement à la 160e place? Voilà le vrai débat. Donc ne tournez pas rond. Il est resté le président. Et le président Laurent Gbagbo a dit à Issia. Il a dit à Issia. Il a dit où? À Issia. Dans un meeting. Que tellement que la Côte d'Ivoire était bien gérée sous lui. Et que parce qu'il y avait des responsables à la tête du pays, il a réussi à financer des élections à l'extérieur pour des pays qui n'étaient pas donc en crise et qu'il a même payé leur salaire. Donc tu ne peux pas dire une chose et son contraire. Voilà. Quel rapport? Le rapport, c'est sa responsabilité de gérer le pays. Et donc les bons points dont il s'attribue, c'est parce qu'il est le président de la République. Et quand il le disait, il n'avait pas dit que ces points, bon, selon lui, parce que financer les élections à l'extérieur, pour lui, c'est parce que la Côte d'Ivoire se portait bien. Donc, si la Côte d'Ivoire se portait bien et qu'il disait que c'est parce qu'il gérait bien, mais quand on relève aussi les impairs, les incohérents dans sa gouvernance, tu ne veux pas jeter la responsabilité sur les autres. Vous estimez que Laurent Gbagbo a mal fait d'accepter le deal de Marcoussis qui a conduit à ce gouvernement. On va sortir pour... D'abord, lorsqu'un président de la République a failli, lorsqu'il a failli à sa mission de protéger le pays, alors qu'il a reçu un pays en entier, il a juré, donc en prêtant serment pour dire je protège la Constitution, je protège l'intégrité du territoire, et qu'un an après, il faillit à sa mission, mais d'ailleurs, il devait être poursuivi. Parce qu'il a jeté les Ivoiriens en pâture, il avait la responsabilité de les protéger. Il n'a pas réussi, il était inapte à gouverner un pays. On va écouter Blaise là, sur la question posée par Herman. Merci beaucoup. J'ai cru qu'on avait demandé le bon temps et le respect. On entend dire que le président Laurent Gbagbo était inapte à gérer le pays. Bon, c'est un constat, c'est pas une non, mais le problème, c'est que tu n'es même pas apte à critiquer la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Il faut être intelligent. Je pense, messieurs, essayons de garder le bon temps. Si vous estimez que le point vous a gêné, il va retirer le point et puis on avance. Non, mais mais qui ne retire pas, on est habitué à toutes ces outrances. Allons-y. Voilà ce que je veux dire. Tout à l'heure, lorsque M. Lisée parlait, il a dit que le FPI, en son temps, a participé au gouvernement de la transition militaire. Donc le FPI devrait être solidaire des effets de cette transition. Mais voici des gens qui ont souvent même été majoritaires dans le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Ils ont souvent été majoritaires. Quand tu parles du grand groupe du RDR, c'est-à-dire le RDR civil et le RDR militaire, à travers les forces nouvelles, ils ont été souvent majoritaires dans le gouvernement. Et aujourd'hui, ces gens nous disent que le gouvernement auquel on appartenait là,
Bon, moi, j'ai un challenge avec ces gens. Essayons d'être courtois, messieurs. Okay. Dans tous les cas, donc, les Ivoiriens nous regardent, s'il vous plaît. Le RHDP aujourd'hui dit que le gouvernement auquel nous avons appartenu, là, nous ne pouvons pas endosser les résultats issus de ce gouvernement. Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Aujourd'hui, on nous dit sur ce plateau qu'on a failli parce qu'on n'a pas su protéger les Ivoiriens. Oui, mais on a protégé les Ivoiriens. Il faut plutôt dénoncer ceux qui ont attaqué les Ivoiriens. Hier ou avant-hier, il y a eu une attaque terroriste dans le nord-est du pays. Téini, oui, à Téini. C'est malheureux. Mais ce qu'il faut condamner, ce n'est pas l'action du chef de l'État. Sur ce point-là, nous le soutenons à 100%. Mais ce qu'il faut condamner, c'est l'action des terroristes qui ont endeuillé les Ivoiriens. Alors, je peux venir m'asseoir ici, sur ce plateau, pour dire s'il y a eu des morts à Téini, c'est parce que le chef de l'État est inapte à assurer la protection des Ivoiriens. Non, ce n'est pas Alassane Ouattara que je dois accuser pour les attaques terroristes, mais c'est plutôt les terroristes qui ont attaqué et qui ont assassiné lâchement des Ivoiriens. Mais c'est le même principe qu'on leur demande. Soyez au moins vrais, soyez au moins solidaires de ce que les Ivoiriens ont vécu comme souffrance. Madame, le vice-président de la République, qui s'appelle Timoko Meïlé, il était un cas de la rébellion. Il était un cas de la rébellion. C'est-à-dire? Il était dans les forces nouvelles. C'est au nom des forces nouvelles qu'il était ministre de la Constitution. Ça ne les dérange pas. Je pense que concernant les critiques qu'on fait à Laurent Gbagbo, il faut qu'ils aient de la mesure. Il faut qu'ils aient de la mesure. Très bien. Il a contenu la rébellion, il a empêché l'État de s'écouler, il a fait ce qu'il pouvait. Et ceux qu'on doit condamner sur ce point précis-là, c'est ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Monsieur Kokora, il n'a pas encore répondu. Il réagit et puis on écoute monsieur Kokora. Oui, sur Fulton, je pense que là, il y a une divergence sur les chiffres, que ce soit 100 milliards, 500 milliards. Ce qui est sûr, les choses ne sont pas bien passées. Et c'est suite à cela qu'il y a eu un procès concernant les histoires de... Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Oh, je ne peux même pas dire ce qui s'est passé, mais il y a eu des moyens qui ont été décaissés pour pouvoir accueillir une usine. Parce que les... De cacao en Côte d'Ivoire? Voilà, non, aux États-Unis. Pardon. Parce que les Occidentaux reprochent que la transformation qu'on fait ne correspond pas aux normes qu'ils ont. Donc, dans une vision stratégique, il a été décidé qu'on puisse avoir une usine là-bas pour transformer directement là-bas afin de pouvoir mettre à leur disposition de la matière déjà transformée et augmenter les gains. La capacité. Voilà. Très bien. Mais il s'est trouvé que ça ne s'est pas bien passé. Alors, quelle était notre réaction? C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de voler, mais au moins quand il vole, il faut agir de sorte à ce que la société soit informée qu'il y a eu transgression des normes et il y a eu réaction de la société. Nous avons réagi de façon responsable et les auteurs ou bien ceux qui étaient soupçonnés d'avoir commis des impairs financiers ont été sanctionnés. Très bien, M. Kokora va réagir, s'il vous plaît. Allez-y. Vous savez, Blaise Zab, je suis d'accord avec vous. Lorsqu'il y a des terroristes qui frappent ici et là, qu'il faut être, je vais dire, solidaire des gouvernements, des populations, c'est une bonne chose. Mais moi, je te dis franchement, si dans notre pays, les terroristes arrivent à prendre une partie de notre pays, à y constituer donc leur sanctuaire, le président en exercice l'a échoué. Laurent Gbagbo pouvait faire l'objet d'attaques sporadiques, les repousser ou bien les chasser hors du territoire. Il a protégé l'intégrité du territoire. Sa responsabilité, c'est de protéger l'intégrité du territoire. Dès lors que 60% du territoire échappait déjà au contrôle du gouvernement élu, il a échoué. Voilà. Il a échoué donc, parce que son premier rôle, c'est ça, c'est d'assurer l'intégrité du territoire. Dès lors que tu n'y arrives pas, mais c'est un échec. Au Burkina Faso, vos pays que vous soutenez aujourd'hui, mais pourquoi vous les prenez comme des héros? Mais c'est parce qu'ils sont venus, ils ont chassé des gouvernements élus qui ont été incapables, incompétents, et puis aujourd'hui, ils essaient de lutter contre les terroristes. Voilà pourquoi vous les considérez comme des héros. Donc, on ne peut pas dire une chose et son contraire. Si les Roches, là, écoutez-moi bien, Roche qui est parti, c'est pas parce qu'il a Roche, voulu, le président Roche, voilà, qui est parti, c'est pas parce qu'il a détourné de l'argent, mais c'est parce que les Burkinabés estiment qu'ils n'arrivaient plus à assurer la sécurité donc, du pays et de leur sécurité. Donc dès lors qu'il a failli à sa mission de sécurisation du pays, ils ont estimé qu'il devait partir. Et d'ailleurs, vous les soutenez, c'est vos amis. Mais revenons sur l'état des droits, parce qu'on entend s'écarter du débat. Vous savez, M. Blaise Las, il parle dans un état de droit... Dans la bonne conduite, en tout cas. Voilà, dans un état de droit, ce monsieur, il a dit à Dabou dans un meeting que bientôt ils seront au pouvoir. Et les militants du RADP qui ont du boulot à Dabou doivent s'apprêter à les quitter, à perdre leur boulot. Vous avez affirmé il a dit lors d'un meeting, et la vidéo a été très virale sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous reprochez à ces propos-là? Dans un état de droit, on ne dit pas ça. L'égalité doit être assurée dans un pays.
quelqu'un a eu un emploi, qui est un emploi licite, vous ne pouvez pas dire que lorsque nous allons arriver au pouvoir, nous allons les chasser. Très bien. Vous allez les chasser. Monsieur ça, Kokora. ce n'est pas un état de droit. Et d'ailleurs, vous voulez revenir au pouvoir encore pour pratiquer les mêmes choses Monsieur que vous Kokora, avez faites. Monsieur Kokora, écoutez-moi. On part au journal présenté par Isabelle Vauvor. Je rappelle aux téléspectateurs que nos invités restent. Et lorsqu'on reviendra, Marius Como et Daouda Coulibaly prendront le relais. Mais M. Blaise Lasme aura l'occasion donc de répondre donc à la question posée ou à l'interrogation posée par M. Kokora ici présent. Merci d'être avec nous. À tout de suite après le journal. Je pense à mon passé. Quand l'élégance du logement devient accessible pour tous à Ebimpe, dans une somptueuse cité de 406 logements, accès facile et entièrement bitumé. Des villas basses, des appartements duplex, aux commodités exceptionnelles et modernes qui traversent le temps. Livré, clé en main. Je dis bien, livré, clé en main. JAR Industrie Côte d'Ivoire, bâtissons ensemble le cadre de vos plus belles histoires de vie. Pour les visites, chantiers et informations, contactez-nous. WhatsApp, appel 07 03 94 03 14. Depuis 35 ans, nous nous rencontrons et apprenons à nous connaître. Nous avons vécu des petites et des grandes victoires. Nous avons murmuré des douces choses et avons créé des actes solidaires et inoubliables. Nous avons toujours été joyeux, festifs, enjaillés, célèbres pour notre hospitalité. Toujours différents et amoureux de nos traditions, le partage est au cœur de notre vie. Château de France, on est tombé dedans. He is very, very extraordinary. He is even more than anyone that you adore can love. Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique à travers l'Agence Emploi Jeunes poursuit les inscriptions au guichet de financement pour les activités génératrices de revenus. Tu es âgé de 18 ans minimum. Tu es primo-entrepreneur ou déjà en activité, bénéficie d'un financement de 100 000 à 1 million de francs CFA pour ton projet individuel et jusqu'à 2 500 000 francs CFA pour un projet collectif. Jusqu'au 31 août 2025, inscris-toi sur la plateforme www.agenceemploijeune.ci ou rends-toi dans les agences régionales et guichets emploi de ta localité. Et surtout, tous nos services sont entièrement gratuits. L'agence Emploi Jeune, le guichet unique de l'emploi en Côte d'Ivoire. Infoline 98 197. Déjà la rentrée avec le groupe Life. Établissement scolaire, université ou entreprise dans le secteur éducatif, boostez votre visibilité pour la rentrée des classes avec une offre exceptionnelle sur Live TV et Live Radio. Découvrez notre package en contactant le service commercial au 07 08 37 66 34 07 10 00 78 07. Offre valable jusqu'au 30 septembre. Live TV, la télé sans filtre. Tout de suite sur Live TV. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal du jeudi 28 août 2025. Ce soir, au programme coopération régionale, lutte contre la contrebande, éducation, jeunesse, patrimoine culturel, sans oublier les temps forts de l'actualité internationale. Et voici les titres. Union du fleuve Mano, une organisation pour relancer l'intégration régionale et mieux relever les défis communs. Au sujet de la contrebande agricole, l'opération Verrou 322 freine les trafics et rassure les producteurs. On revient dans cette édition sur les résultats encourageants de cette vaste opération de lutte contre la fraude agricole. Enfin, jeu traditionnel. Ce jeudi 28 août 2025, plusieurs experts se sont retrouvés à Abidjan pour débattre de l'union du fleuve Mano qui regroupe 4 pays, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire.
Événement organisé par la Direction générale des politiques d'intégration du ministère ivoirien des Affaires étrangères s'est tenu sous le thème l'Union du fleuve Mano, une organisation sous-régionale à fort potentiel. Il s'est agi d'évaluer les opportunités, les défis de cette coopération régionale stratégique. Tchelina Lebonsoro nous en dit un peu plus et le récit est de Spencer Ilanga. Avec ses 57 millions d'habitants et ses 750 000 km², l'Union du fleuve Mano s'impose comme un espace de stratégique en Afrique de l'Ouest. Né autour de 4 pays que sont le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et depuis 2008 la Côte d'Ivoire, cette union n'est pas seulement une entité géographique. Elle incarne un formidable gisement d'opportunités grâce à ses richesses minières, agricoles et forestières, capable de transformer en profondeur l'économie des États membres. Mais derrière ce potentiel se dressent de sérieux défis. Insécurité transfrontalière, obstacles commerciaux persistants, infrastructures insuffisantes et impact grandissant du changement climatique. Autant de freins qui ralentissent son intégration et son essor. Consciente de l'urgence, la Direction générale des politiques d'intégration a organisé à Abidjan un atelier de réflexion autour du thème « L'Union du fleuve Mano », une organisation sous-régionale à fort potentiel. Objectif, penser ensemble des solutions pour faire de cette union un véritable levier de développement régional. C'est de montrer qu'au niveau économique, l'Union du fleuve Mano est une chance pour l'Afrique de l'Ouest. Au niveau du capital humain, malgré les défis que l'Union du fleuve Mano a, il est important que nos responsables puissent développer le capital humain afin que les enfants, tous les enfants de l'Afrique puissent se mettre au service de notre sous-région. Pour Adama Dosso, ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine, cet atelier doit servir de tremplin pour consolider l'union du fleuve Mano et la sortir de sa léthargie. Cet atelier donc nous présente ou nous permettra de réfléchir et d'agir autour des 4 axes majeurs. Le développement d'infrastructures interconnectées pour la libre circulation des personnes et des biens, le renforcement de la sécurité alimentaire et des chaînes de valeur agricoles, la promotion du capital humain par l'éducation, la santé et la formation des jeunes, la consolidation de la paix et de la stabilité politique, qui est une condition sine qua non pour un développement durable. Dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et les recompositions régionales, l'Union du fleuve Mano doit se montrer résiliente et ambitieuse. Créée le 3 octobre 1973 par le Libéria et la Sierra Leone, l'Union du fleuve Mano tire son nom du cours d'eau qui sépare les 2 pays et prend sa source dans le mont Nemba en Guinée. 7 ans plus tard, en 1980, la Guinée a rejoint l'organisation, forte de ses liens historiques et culturels avec ses voisins. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a intégré l'Union en 2008, élargissant ainsi le cercle de coopération régionale. On poursuit avec la première réunion bilan de l'opération Verrou 322 qui a été présidée par le chef d'état-major général des armées. Cette opération, lancée le 2 octobre 2024, vise à lutter contre la fuite des produits agricoles de rente vers les pays limitrophes en un phénomène qui menace l'économie nationale. L'opération a permis de démanteler des réseaux impliquant des autorités administratives et militaires, notamment dans l'ouest du pays, avec des sanctions prises à leur encontre. La réunion a permis de faire le point sur les avancées et appeler à un engagement renforcé pour protéger la production agricole ivoirienne. Francis Kofi, Félicien Biaou. Face à la fuite persistante des produits agricoles vers les pays voisins, la Côte d'Ivoire a lancé l'opération Verrou 322, un dispositif stratégique visant à sécuriser les filières clés telles que le café, le cacao, le coton et l'anacade. Cette initiative a pour objectif de préserver les revenus des producteurs, stabiliser l'économie nationale et renforcer la compétitivité du secteur agricole. Ce jeudi matin, l'hôtel des armées dans la commune du Plateau a accueilli la présentation du bilan de cette opération en présence du chef d'état-major général des armées, des hauts responsables militaires, des représentants de la filière café-cacao et d'autres acteurs clés. Selon les intervenants, Verrou 322 a rempli ses objectifs, consolidant la sécurité des produits agricoles et renforçant la confiance des producteurs dans le système de contrôle et de surveillance. L'état-major, le général des états-majors de l'armée nous a fait le bilan de ce qui a été fait au cours de la campagne. En tout cas, nous sommes satisfaits des résultats.
Nous avons eu, en termes de résultats, nous avons eu pour la récolte principale une hausse de près de 10%. Et ce qui est remarquable par rapport à nos prévisions. La filière Anacad, en plein essor, a également tiré profit de l'opération Verrou 322. Les représentants du secteur ont salué les efforts déployés pour renforcer le contrôle des zones frontalières et limiter les flux illicites. Le bilan partiel de l'opération révèle déjà une amélioration notable du contrôle aux frontières ainsi qu'une réduction des passages illégaux de produits agricoles sur plusieurs axes stratégiques, confirmant l'efficacité du dispositif pour sécuriser les filières et protéger les revenus des producteurs. Ce qu'on retient, c'est que pour cette opération, nous devons dire avec honnêteté que les forces de sécurité et de défense se sont pleinement investies. Et vous avez bien noté qu'au niveau du Conseil Coton Anacad, la production de cette année, pour une prévision de 1 150 000 tonnes pour cette campagne, nous sommes aujourd'hui en train d'avoisiner 1 500 000 tonnes. Vous voyez comment cette opération a impacté la production. C'est vous dire que la fuite des produits était vraiment un fléau contre lequel il fallait prendre une décision courageuse, bien inspirée, et c'est ce que le président de la République a fait et savamment mis en œuvre par les forces de défense et de sécurité. Bien que des progrès significatifs aient été enregistrés, il reste crucial de maintenir la dynamique et d'intensifier les efforts, surtout dans les zones critiques. Lancée en octobre 2024, l'opération Verrou 322 demeure un impératif stratégique pour protéger les revenus des producteurs et garantir la stabilité économique du pays. Et pendant que l'État redouble d'efforts pour protéger les filières agricoles, le secteur de l'éducation n'en est pas en reste avec des actions pour améliorer la qualité des enseignements à moins de 2 semaines de la rentrée scolaire. Un atelier sur l'enseignement général dans le secteur privé s'est tenu hier à Yamoussoukro, réunissant responsables du ministère de l'Éducation, acteurs éducatifs et partenaires. Représentant la ministre Anastasie Kakousepou a souligné l'importance de ce dialogue pour améliorer le fonctionnement des établissements privés qui accueillent près d'1 million d'élèves dans 3008 structures. Malgré les progrès, des défis persistent, salaires bas, infrastructures insuffisantes, fraude et établissements clandestins. Elle a appelé à plus de responsabilité des promoteurs et un suivi renforcé des conventions avec l'État. Cet atelier s'est inscrit dans la vision ministérielle de dialogue social pour améliorer la qualité de l'enseignement privé, essentiel au système éducatif ivoirien. Pour concrétiser donc le choix stratégique de l'État de Côte d'Ivoire de concéder l'enseignement au secteur privé, les promoteurs du secteur privé ont renforcé leur engagement en construisant des établissements dans presque toutes les localités de notre pays, complétant ainsi l'offre publique tant en zone urbaine à forte croissance démographique qu'en zone rurale où la demande d'éducation est pressante. Dans la volonté de Madame le ministre d'améliorer la qualité de notre système éducatif, elle organise les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, dont l'une des recommandations est en rapport avec le secteur privé. Parmi ces leviers figure la qualité de l'enseignement dans les établissements scolaires privés. Compte tenu de leur nombre important, l'attente de cette qualité nécessite impérativement un environnement apaisé. Abidjan accueille un projet majeur visant à renforcer la participation des jeunes dans les politiques de paix et de sécurité. L'Union européenne mobilisera 24 millions d'euros, près de 16 milliards de francs CFA sur 3 ans, a annoncé Francesca Di Moro, ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, lors d'un atelier de 3 jours qui s'articule autour du thème jeunesse, paix et sécurité. L'initiative cofinancée par l'Union européenne et l'Allemagne inclut responsables, partenaires et organisations de jeunesse pour assurer une pleine participation des jeunes dans l'élaboration des politiques, un enjeu crucial dans un continent où ils représentent plus de 60% de la population. Le projet soutient également la CEDEAO dans le renforcement de la paix, la sécurité et la gouvernance régionale.
À l'international, entre accusations de crimes au Mali visant le groupe Wagner, boycott américain d'un mécanisme onusien sur les droits humains, retour symbolique du gouvernement soudanais à Khartoum et tirage au sort relevé pour le PSG en Ligue des Champions, l'actualité internationale et sportive de ce 28 août est riche en enjeux. Karel Dablé, Yann Espia. Dans un rapport publié ce vendredi 28 août, l'ONG américaine de Century dresse un bilan sévère des activités du groupe paramilitaire russe Wagner au Mali entre janvier 2025 et juin 2025. 3 ans et demi après son déploiement, l'organisation accuse Wagner de graves violations des droits humains, de massacres de civils et d'exploitation illégale des ressources naturelles. Au Soudan, un événement symbolique s'est produit à Khartoum. Le gouvernement s'est réuni dans la capitale pour la première fois depuis avril 2023. Présidée par le Premier ministre Kamil Idriss, la rencontre a porté sur la sécurité, la reconstruction et le retour des déplacés. Selon l'agence SUNA, ce retour traduit la reprise en main de la ville par l'armée qui avait annoncé en mai dernier avoir libéré Khartoum du contrôle des forces de soutien rapide. Le conflit a déjà fait plus de 20 000 morts et 15 millions de déplacés, d'après l'ONU. Toujours sur le terrain des droits humains, les États-Unis ont annoncé ce jeudi 28 août qu'ils ne participeront pas aux prochains examens périodiques universels du Conseil des droits de l'homme de l'ONU prévu le 7 novembre. Un geste qui traduit la défiance de Washington envers ce mécanisme multilatéral censé évaluer tous les 4 à 5 ans la situation de chaque État membre en matière de respect des droits fondamentaux. Enfin en sport, le tirage au sort de la phase de Ligue de la Ligue des Champions 2025-2026 a eu lieu ce jeudi 28 août à Monaco. Le nouveau format oppose 36 clubs dans une phase de Ligue unique, remplaçant les traditionnels groupes de 4. Chaque club affronte 8 adversaires différents. Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, a hérité d'un groupe particulièrement relevé. Chaque match sera décisif pour espérer finir parmi les 8 premiers et se qualifier directement pour les 8e de finale. Les Parisiens devront donc afficher leur meilleur niveau pour défendre leur couronne européenne. Voilà qui met fin à cette édition. Nous avons parlé de coopération, de jeunesse, d'éducation et de culture. Autant de sujets qui rappellent que le développement ne dépend pas seulement de l'État, mais aussi de la volonté collective et de la responsabilité de chacun. Très belle soirée en compagnie de l'équipe du Grand Talk et des programmes de Live TV. Bonsoir. Et si votre prochaine voiture vous coûtait seulement 300 francs CFA, avec le nouveau ticket Mon Auto à 300 francs CFA, gratte et démarre ta voiture flambant neuve. Ticket disponible dans tous les points de vente agréés Lonassi. Scratch, la chance, ça se gratte. Lonassi, on a tous une bonne raison de jouer. Notre pays, la Côte d'Ivoire, un grand pays. Grand par l'engagement au travail de ses filles et de ses fils. Véritables artisans de sa grandeur. Grand par son histoire. Grand par la créativité et le dynamisme de sa jeunesse. Et l'incroyable optimisme des Ivoiriens. Grand par la joie de vivre, grand par sa culture qui rayonne au-delà de nos frontières. Grand par ses ambitions de développement et son poids économique. Grand par ses infrastructures qui se modernisent.
vision portée aujourd'hui par un leadership qui inspire, qui motive, qui gagne. Dans la stabilité et dans la paix, fiers Ivoiriens, contribuons tous à consolider notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Merci encore une fois de faire confiance à votre opérateur. C'est grâce à vous qu'on est aujourd'hui en progresse continuellement. Et c'est pour vous qu'on organise ce genre d'opération. Merci encore une fois et félicitations. Je vous remercie d'être présent, je vous remercie de votre confiance que vous donnez à nous et je vous demande aussi de parler de la réalité, de la sincérité de nous, comme ça on peut aller au-delà et on va lancer quelque chose. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nous accompagne toujours M. Kokoranzi Bernard, secrétaire national adjoint en charge des Ivoiriens de la diaspora au RGP. Merci de rester avec nous pour cette deuxième partie et fin d'émission. En face de vous, M. Blaise Lasme, secrétaire général adjoint en charge des grands ponts du PPACI. Merci également de rester pour cette seconde partie. Il nous a rejoint en plateau Marius Komoé. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous, bonsoir Koukoura, bonsoir M. Blaise. Avant la publicité, avant donc de rejoindre Isabelle Vauveur au journal, une question avait été posée par M. Kokoranzi relativement à certains de vos propos tenus en meeting à Dabo. Est-ce que vous reconnaissez justement les propos tenus? Alors, madame, mes propos relèvent même du domaine public, donc c'est des propos qui sont consultables. Je pense que ces petites manipulations, on ne doit même pas s'y attarder. J'ai été très clair. Et ils savent ce que j'ai dit exactement. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, qu'avez-vous dit concrètement? Alors, j'ai dit qu'on prendra le pouvoir en octobre et que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, je parle des ministres, je parle des gouvernants, bien entendu, il n'y aura pas de gouvernement d'union ni de gouvernement d'ouverture. On va gérer le pouvoir par nous-mêmes, selon notre vision, avec nos hommes, de sorte à ce que demain, ils ne viennent pas encore nous dire qu'ils ne sont pas responsables de la participation qu'ils ont eue à notre gouvernement. Donc celui qui est ministre, par exemple, aujourd'hui de l'industrie ou bien de je ne sais quoi, mais quand Laurent Gbagbo vient au pouvoir en octobre 2020, il ne sera plus ministre. C'est tout ce que j'ai dit, je n'ai pas dit autre chose. Concernant l'emploi public, j'ai même précisé dans le même meeting que je rêve d'une Côte d'Ivoire où on ne dira pas qu'on te donne un emploi parce que tu viens du parti au pouvoir. J'ai même précisé ça. Dans le même meeting, j'ai même dénoncé le fait que les gens lient l'accès aux emplois à l'appartenance politique. J'ai précisé ça dans le même meeting, mais ils ont fait de ne pas écouter, nous parlent d'autre chose. Ce n'est pas moi qui ai dit, si tu n'es pas RHGP, libère le tabouret. Ça, c'est eux. C'est eux qui ont théorisé. C'est eux qui ont théorisé, je précise, le rattrapage ethnique. Ça, ce n'est pas nous. Alors, il ne faudrait pas qu'ils nous mettent dans la plaisanterie alors que le débat est sérieux. On parlait d'état de droit. Quand on parle d'état de droit, on parle de quoi? Par exemple, je vais vous faire rapidement une panoplie de mauvaises gouvernances qui ont été observées. Allez-y. Voilà, par la Cour des comptes. Et après ça, il n'y a eu aucun effet. C'est ça qui est le débat du jour. Le débat du jour, c'est l'état des droits. L'état des droits, alors quand on dit qu'il y a des recettes de 878 713 francs pour les passeports, il y a eu un détournement qui est massif. Pourquoi il n'y a pas eu de suite judiciaire? Quand on dit qu'il y a eu un dépassement de 204% sur les frais et commissions liés à des emprunts, c'est-à-dire au lieu de 40 milliards, on a payé 82 milliards à des intermédiaires qui sont allés chercher crédit pour nous. Et les défenseurs du RHGP viennent nous dire non, mais ça va. Mais si ça va, pourquoi on a souscrit à des mécanismes pour nous protéger des fonds vautours? C'est de ça que je parle. Je parle de détournement dans... À la geste aussi, il a nié ça, mais c'est une réalité, ça a été révélé par la lettre de contenant numéro 795. Je parle des marchés publics, notamment au niveau de la réhabilitation des universités. 110 milliards ont été détournés. On ne sait pas qui a pris l'argent jusqu'à présent. Il n'y a eu aucun procès. Je parle de la prime des
éléphants qui ont été détournés. Je parle de la filière café cacao, il y a eu près de 500 milliards qui ont été détournés. Je parle de la filière Anaca, 337 milliards. Je parle des inscriptions à l'université, il y a eu 430 millions qui ont disparu, il n'y a jamais eu de procès. Je parle du programme présidentiel d'urgence, il y a eu 400 milliards qui ont disparu. C'est de ça que je parle. Permettez qu'ils réagissent, M. Kokora. Ce que je veux dire, heureusement que les propos de mon frère Lasman donc, sont publics. Il a dit expressif verbis. Lorsque nous allons prendre le pouvoir, les militants du RADP de Dabou doivent s'apprêter à quitter donc, leur emploi. Il a dit clairement, donc il ne faut pas essayer de faire des contorsions pour justifier. Il n'a pas dit des ministres, il a dit les militants RHDP de Dabou. On peut retrouver... c'est des choses qu'on va vérifier. Voilà, on va peut-être avancer dans le débat. Vous êtes exprimé, donc il est clair que pour moi, cela relève d'un manque d'état de droit. Parce que dans l'état de droit, vous pouvez arriver au pouvoir et puis Kokora peut garder son boulot. Sans aucun problème. Non, mais ça, tu dois dire ça. J'arrive, s'il vous plaît. Monsieur si je suis militant de Dabou, ce n'est pas parce que Blaise Las arrive au pouvoir que mon emploi doit être menacé. Donc, si tu pensais effectivement que c'est des ministres dont tu parlais, mais tu avais donc la latitude d'expliciter tes propos de sorte à ce que ça ne crée pas d'interprétation. Très bien. Revenons maintenant au point énoncé par M. Lasman. Vous savez, il dit la lettre du continent. Vous savez, Laurent Gbagbo a été accusé ici d'être le père des escadrons de la mort par le journal Le Monde. Mais après, il a porté plainte et il s'est trouvé qu'il n'a jamais été le pardon des escadrons de la mort. Donc si on devait prendre les rapports donc, des journaux, la lettre du continent même a dit que le président de la République avait un budget de souveraineté de 300 et quelques milliards, ce qui est faux. Voyez-vous. Donc si vous vous basez sur des écrits des journaux pour dire qu'un État fait des détournements, un principe de gouvernance, vous vous trompez. Très bien. Et votre problème, c'est que vous ne prenez pas en compte les rapports sérieux. Monsieur Blaise, dans ce monde, vous ne pouvez pas détourner 1000 milliards, 500 milliards. Et puis vous allez continuer de bénéficier de la confiance donc, des partenaires. Ce n'est pas possible. Vous êtes peut-être jeune. Je finis rapidement. Oui, allez-y. En 1998, retournez dans l'histoire pour 18 milliards détournés par le pouvoir sur rapport de l'Union européenne et non sur rapport d'un journal. Les bailleurs de fonds sont partis de la Côte d'Ivoire. Merci donc, beaucoup. vous pouvez détourner 1000 milliards et puis des gens vont être encore en train de vous donner crédit. Voilà, très bien. Ouvrons le débat avec nos amis et vous aurez l'occasion de revenir en point d'ajout aux questions qu'ils vont poser. Daouda. Merci beaucoup. Je pense que M. Lasme et M. Kokoranzi Bernard, vous avez parlé d'état de droit. Maintenant, nous, on revient sur le processus électoral. Donc, on laisse ce débat-là derrière nous. On est dans le processus électoral. Ma question s'adresse à M. Kokoranzi. Depuis 2020, l'opposition significative en Côte d'Ivoire se plaint de la CEI. Je veux dire, une grande partie de l'opposition, et même celle qui est significative, notamment le PPACI, le PDCI et autres, malgré toutes les propositions de réformes qui ont été faites, leurs propositions sont restées lettres mortes. Souvent, on se demande même si la CEI n'est pas une sous-section du RHDP. Est-ce que vous, RHDP, vous êtes de connivence avec la CEI? Pourquoi aujourd'hui, tout ce que la CEI dit, vous dites Amen, on avance? Vous savez, nous avons une opposition qui n'est pas responsable et qui n'a jamais respecté ses engagements pris. Je vous rappelle, la commission électorale indépendante actuelle a été l'objet donc d'un consensus général de la part donc des partis politiques. Après le dialogue, la 5e phase du dialogue politique, avant ça, le PPACI n'était pas membre de la commission électorale indépendante. Nous avions le PDCI donc, dont le membre a été proposé, c'était M. Siaka Bamba. Après ça, après la 5e phase, le PPACI, content et d'accord avec la composition et le fonctionnement de la commission électorale indépendante, a proposé un membre, à la personne donc de M. Demba Pierre. M. Daouda, est-ce que raisonnablement, si vous n'êtes pas d'accord avec une structure, vous pouvez proposer un membre à l'effet de ce que ce dernier soit y travaille? Non, mais mieux, en 2024, le PPACI, par la voix du professeur Danon Guégué, a exigé un poste de vice-président à M. Demba Pierre. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord avec la commission électorale indépendante. Et je vous rappelle, même la révision de la liste électorale, le processus a été conduit par M. Siaka Bamba, proposé par le PDCI-RDA. C'est des gens qui ne veulent pas aller aux élections, donc il faut créer tout pour ne pas que nous puissions donc respecter le calendrier électoral. Sinon, mais Daouda, cette commission électorale indépendante, c'est elle qui a organisé les élections législatives de 2021, auxquelles ils ont participé. C'est elle qui a organisé les élections municipales et régionales où ils sont sortis perdants avec 2% donc, des voix. Mais Daouda, pourquoi ils n'ont pas récusé la commission électorale indépendante? Le chronogramme donc, qui a été établi par la commission électorale indépendante, mais c'est après dialogue avec tous les partis politiques. Nous, RHDP, nous sommes responsables.
S'ils ne sont pas d'accord avec une structure, mais on n'y rentre pas. Très bien. S'ils ne sont pas d'accord avec la commission électorale indépendante, mais nous n'allons pas courir pour aller déposer dans des parrainages. Voilà. Non, ma relance s'adresse directement à M. Lasme, parce que sur la question, il a posé des questions qui sont dans vos reportages. Vous accusez constamment la CEI de partialité, notamment le PPACI, le PDCI, le Front commun, tout et tout, mais vous continuez tout le temps de participer au processus. Et souvent, vous avez tendance à dire que les dés sont pipés d'avance. Pourquoi vous y allez, M. Lasme, malgré que vous savez que rien ne va à la CEI? Est-ce que c'est une façon pour vous de contester au cas où il y a une défaite? Voici la question. Allez-y, M. Lasme. Merci beaucoup. Mais d'abord, je voudrais revenir sur les propos de M. Kokora. Tout à l'heure, il a parlé des journaux, mais j'ai parlé du rapport de la Cour des comptes 2022 qui a dénoncé des graves irrégularités dans la gestion financière de l'État. Donc pas d'un journal? Oui, pas d'un journal. Alors, c'est un rapport sérieux. Voilà. Maintenant, revenons sur la CEI. Vous savez, est-ce que nous sommes dans la CEI? Non. Vous êtes sortis? Voilà. Nous avons discuté avec le gouvernement. Et voici ce que nous avons proposé au gouvernement. Nous voulions d'une CEI sans parti politique. Parce que pour nous, il était incongru de mettre dans l'organisation des élections des gens qui concourent parce que l'arbitrage allait être difficile. Parce que chacun, peu importe ce qu'on dit, va essayer de préserver les intérêts. On n'a pas jugé parti. Voilà. C'est ce que nous avons proposé. Ils ont dit non, de façon catégorique. Aujourd'hui, nous n'avons ni l'intention, ni la volonté, ni les moyens de faire une rébellion comme eux. Nous sommes obligés de nous inscrire dans une démarche politique. Donc on peut dénoncer pour dire qu'on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va s'exclure totalement du processus. Donc nous sommes logiques, nous sommes cohérents, nous avons décidé de faire une résistance politique, une résistance civile à la forfaiture qui est en cours à travers la CEI. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner le processus électoral, parce que l'objectif c'est ça. C'est qu'ils multiplient les entorses de sorte à ce que, députés, nous puissions dire on vous laisse. Mais non, on ne va pas laisser. Très bien. Daouda, permettez à ce qu'il réagisse rapidement. Non, d'abord, c'est une grosse incohérence. Vous avez retiré votre confiance à la commission électorale indépendante. Vous avez demandé sa dissolution. Mais vous ne pouvez pas retirer votre confiance à une structure et puis vous participez aux travaux de cette structure. C'est une grosse incohérence. C'est un manque de responsabilité, chers frères. Et puis, quand vous dites, vraiment soyez sérieux dans ce pays, vous oubliez que c'est vous qui avez initié la commission électorale indépendante. En 2001, est-ce que la commission électorale indépendante que vous avez mise en place, il n'y avait pas de parti politique? Je rappelle que sur pratiquement 16 membres, le FPI que vous avez abandonné entre les mains de M. Afin-Guessan avait pratiquement 12 personnalités au sein de la commission électorale indépendante. Donc aujourd'hui, vous êtes frappé d'une... Non, j'arrive. J'ai dit 2001. En 2001, vous pouvez reprendre, et je crois que Mme Maître Yapoubi a sorti, non, Doumbia Ibrahim, donc, le secrétaire exécutif adjoint, c'est-à-dire des élections, a sorti donc le décret. Donc, aujourd'hui, vous êtes frappé d'un brin de lucidité pour savoir que oui, les membres de la commission électorale indépendante ne doivent appartenir à aucun parti politique. Mais ce n'est pas sérieux. Vous avez dit à quel moment et à quelle discussion que vous ne voulez pas des partis politiques dans la commission électorale indépendante. Je rappelle encore, c'est après le dialogue politique que vous avez demandé à rentrer dans la commission électorale indépendante. C'est comme on n'est pas d'accord avec la composition d'une commission, mais on n'y rentre pas. Vous avez participé. Et d'ailleurs, ce que vous avez fait est grave, chers frères. Quand tu oses dire sur un plateau que le PPAC n'est plus membre de la commission électorale indépendante, mais c'est grave. Vous oubliez que vous avez prêté serment. L'état des droits, c'est où? Quand lorsque on prête serment et qu'après vous voulez violer votre serment, c'est du parjure. Logiquement, ceux-là devraient être poursuivis en justice si vraiment la CEI voulait donc leur créer des problèmes. Donc au lieu au lieu de vous enfermer dans l'incohérence, soyez sérieux, dites ce que vous voulez exactement et puis on verra ce qu'on peut faire. Très bien, relance Daoudé et on passe à Marius. J'ai cru que j'allais avoir la possibilité de répondre. Non, je vais vous poser la question. La question vous est adressée parce que généralement vous avez, je sais que l'opposition, notamment le PPAC, vous avez demandé la révision de la liste avec le Front commun et autres. Il y a eu beaucoup de revendications qui ont été faites. Monsieur Lasme, en votre âme et conscience, est-ce que vous pensez concrètement qu'avec toutes ces revendications-là, on peut tenir le délai constitutionnel du 25 octobre pour aller à ces élections-là? Ça vous permet de sûrement répondre à M. Kokora. Merci beaucoup, M. Daouda. Alors, en 2020, il y a eu une révision de la liste électorale qui a commencé en juin. Ça n'a pas empêché que l'élection puisse se tenir. Bon, élection en griffe, parce que en 2015, il y a eu une révision de la liste électorale en juin. Ça n'a pas empêché que l'élection puisse se tenir. Alors, qui refuse que les conditions soient transparentes? Mais c'est bien eux.
C'est bien, je répète, nous ne sommes pas d'accord avec la forme actuelle de la commission électorale indépendante, qui n'a rien à voir avec la commission électorale indépendante que nous avions proposée quand on était au pouvoir. Ça, c'est de 1. De 2, la commission électorale qui a organisé les élections en 2010, mais elle était ultra dominée par l'opposition. Ça n'a pas gêné le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est un démocrate qui est sûr de lui et qui est confiant de sa légitimité ou bien en sa légitimité au sein du peuple ivoirien. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui prétendent avoir travaillé, des gens qui prétendent être légitimes, mais qui s'accrochent comme un naufragé à la CEI, qui refusent toute initiative tendant à instaurer un peu de transparence. Mais c'est eux qui ont un problème. Ce n'est pas le fait qu'on aille déposer nos dossiers au niveau de la CEI. Bon, quand on ne dépose pas nos dossiers au niveau de la CEI, on fait comment? On est obligé de déposer nos dossiers. Mais ça n'empêche qu'on critique le fonctionnement, qu'on critique l'organisation, qu'on critique la composition. Mais c'est comme ça qu'on fait en politique. Je dis que nous ne savons pas prendre les armes. Ce que nous savons faire, c'est la politique. Et c'est ce que nous faisons. Très bien. Marius Komori. Vous ne savez pas prendre les armes. Tout ce que vous savez faire, c'est de la politique. J'en profite donc pour vous interroger sur les derniers propos de M. Laurent Gbagbo, qui disait à qui voulait l'entendre d'aller dire à M. Ouattara, président en exercice, et qui s'apprête à briguer un 4e mandat, qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Par quel miracle pourra-t-il empêcher M. Ouattara de faire cet autre mandat? Merci beaucoup. Le président Laurent Gbagbo, en parlant ici, s'adosse à la Constitution. C'est vrai qu'on peut faire du juridisme dans l'explication, l'interprétation, mais je dis que la Constitution, elle est écrite en français. Il y a des thèmes qui sont simples. La Constitution dit qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. La Constitution dit en son article 183 que les dispositions qui n'ont pas changé restent en vigueur. Ça veut dire que concernant les mandats, il y a 2 mandats et on ne peut pas faire plus que 2 mandats. Donc au moins c'est en français, on peut lire, c'est en français simple surtout. Alors M. Laurent Gbagbo s'appuie sur la Constitution, s'adosse à la Constitution pour dire que ce 4e mandat-là, ce n'est pas possible. C'est son travail de dénoncer. Très bien. Alors, mais il n'a pas dit je vais Nirami ce pays. Ça veut dire quoi, Nirami? Essayons de parler un français que tout le monde comprend parce qu'on est vu de partout dans le monde. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit que je vais Nirami ce pays. M. Laurent Gbagbo n'a surtout pas dit mélanger, c'est ça. Je vais rendre ce pays ingouvernable. Il n'a jamais dit que je vais frapper ce pouvoir moribond qui va s'écouler. Il n'a pas dit ça. Donc au moins... Très bien, Marius relance et ensuite M. Kokora. L'une des conditions pour être éligible à la magistrature suprême de notre pays, c'est d'abord d'être inscrit sur la liste électorale. M. Laurent Gbagbo, jusqu'à ce jour, bien que, et comme l'a dit Daouda, vous avez appelé de tous vos voeux à une table de discussion pour régler la question de son illégibilité. À ce jour, il n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. Et pourtant, vous êtes allé déposer ces dossiers de candidature. À quelle fin? Merci beaucoup, M. Blaise. M. Lasme. J'aime bien cette question. La discussion que nous appelons, c'est pour apaiser les tensions, pour éviter les tensions. On a vécu quelque chose en 2010 qu'on ne doit plus jamais vivre. Il faut, en toutes circonstances, peu importe nos envies de prendre le pouvoir, pour mettre en œuvre les solutions qu'on a pour les Ivoiriens, il faut éviter que ceux pour qui on doit travailler là puissent trépasser à travers des confrontations électorales. Pour nous, c'est fondamental. Il faut préserver la vie des Ivoiriens. Mais je viens sur ça parce que c'est fondamental. Pourquoi nous déposons la candidature du président Laurent Gbagbo? Mais nous nous adossons à la Constitution. Madame, la Constitution dit quoi? Pour ne même pas me tromper... En quel article? Parce qu'on l'a avec nous, on peut suivre avec vous. L'article 55. Je ne vais même pas me tromper, donc j'ai dû même imprimer pour venir avec ça. Le chapitre 2, l'article 55 nouveau? Oui, je pense. Voilà. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-président de la République en accord avec le Parlement. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. Ça, c'est les conditions maintenant. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. 1. Ça fait 1. 2. Il doit être âgé de 35 ans au moins. Tout le monde sait au moins que Gbagbo est âgé depuis de 35 ans. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. Il est exclusivement ivoirien, le président Laurent Gbagbo. Né de père ou de mère ivoirienne d'origine. Voici ce que la Constitution dit en son article 55 concernant les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Donc nous nous adossons sur la Constitution. À aucun moment, la Constitution ne nous dit qu'il faut qu'il soit sur la liste électorale. À aucun moment.
Très bien. À aucun moment. Et pourtant, et que dit le code électoral en la matière? Est-ce que le code électoral est au-dessus de la Constitution? Très bien, monsieur Kokora, réaction. C'est quand même, je vais dire, nous sommes à un débat sérieux. Mais j'ai posé une question. Oui, bien sûr, il va réagir. Nous sommes à un débat sérieux. D'abord, cher ami, heureusement que tu n'as pas réussi à nous donner la composition de la commission électorale indépendante que vous avez mise en place en 2001. Je te rappelle, tu vas chercher encore, vous étiez majoritaire à l'Assemblée, à la commission électorale indépendante en 2010. Mais naturellement, vous avez échoué en 2002 à faire face à une rébellion. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, vous étiez avec Guillaume Soro. Rébellion dans laquelle Timo Kombeli était là. Mais ça, c'est ton problème. Okay. Voilà. Donc, je rappelle l'histoire de notre pays, ce qui a fait que vous n'étiez pas majoritaire. Ce n'est pas par volonté, hein. Voilà. M. Laurent Gbagbo n'avait pas le choix. D'ailleurs, voilà pourquoi il a rempli la commission électorale indépendante, donc de représentants du président de la République, du ministre de l'économie et des finances, du ministère de l'Intérieur, tous ceux. Là, à l'Assemblée nationale, vous avez rempli la commission électorale indépendante pour essayer d'équilibrer les choses. Donc, ce n'est pas par volonté. Alors, c'est vrai, je vais revenir sur la question des élections, mais vous avez la facilité d'accuser les gens. Il ne faut pas oublier que Laurent Gbagbo a été président de la République de 2000 à 2010. Et c'est sur lui que la rébellion a éclaté. Quelle enquête a-t-il menée pour situer les responsabilités? Mais vous avez le malin plaisir, sur les plateaux télé et partout, donc d'accuser le RDR et autres. Arrêtez. Après avoir éliminé le général Robegui, en l'accusant publiquement sur des chaînes de télé qu'il était l'auteur de la tentative de coup d'État et que vous avez, il partait à la RTI pour se proclamer président, et donc vous avez éliminé sa femme et autres. Et après, vous accusez le RDR. J'aurais voulu que dans un État sérieux, et malheureusement, nous ne sommes pas dans un État de droit, parce que dans un État de droit, lorsque vous soupçonnez des gens, vous mettez en place un procédure d'enquête. Vous citez les responsabilités. Mais jusqu'à présent, vous n'avez rien fait avant de partir du pouvoir. Vous avez accusé les gens. Et sur la base de ces accusations farfelues, vous avez failli tuer Alassane Ouattara. Donc il faut arrêter. Vous n'avez aucune preuve. Je reviens sur la question, s'il vous plaît, monsieur Kokora. Monsieur Laurent Gbagbo, effectivement, il s'adosse à la Constitution. Mais il faut lui rappeler que ce n'est pas lui qui interprète la Constitution. Il n'est pas le juge constitutionnel. Dans un État de droit, pour revenir sur le thème, dans un État de droit, c'est le Conseil constitutionnel seul qui a le pouvoir et l'autorité de dire « Monsieur, vous pouvez être candidat, vous ne pouvez pas être candidat ». De quel droit M. Laurent Gbagbo peut dire qu'un autre Ivoirien ne puisse pas être candidat? Il dispose de quels moyens? Donnez-nous les moyens dont il dispose pour empêcher la candidature. C'est un droit. La volonté d'être candidat, là, c'est un droit. La volonté de M. Laurent Gbagbo d'être candidat, là, c'est un droit qui lui est reconnu. Maintenant, quand tout ça est mis sur la table, celui qui tranche et qui lit la Constitution, heureusement, à laquelle vous êtes adossé, c'est le Conseil constitutionnel. Très bien. Ce n'est pas M. Laurent. Merci beaucoup. Voilà, je voudrais vous rappeler. On revient à Daouda pour une question. Moi, je vais aller sur une question sécuritaire, parce que dans ce pays-là, on a assisté dernièrement à certaines manifestations, ça et là. Monsieur Kokora, ma question s'adresse à vous, parce que généralement, j'ai l'impression que le RAGP a un super pouvoir. Super pouvoir, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que quand certains opposants veulent faire des manifestations, bizarrement, c'est assez complexe sur le terrain. Mais il se trouve que souvent de fois, vos militants, sous le couvert d'une sortie inopinée, on a vu quand le président a annoncé sa candidature, on les a vus dans la rue. Dernièrement, ils étaient encore dans la rue pour le dépôt de candidature. Pourquoi quand c'est vous, il n'y a pas de problème, mais généralement, quand c'est les gens de l'opposition, il y a ce type de problème. Ah non, on estime qu'on parle d'atteinte à la sécurité de l'État, ça et là et autres. Non, il ne faudrait pas avoir le jugement à géométrie variable. Bon, peut-être. Il faut observer. Donc mettez-le dans l'axe, M. Kokora. Je vous rappelle que lors du procès de M. Tidiane Thiam, les députés du PDCI et leurs militants ont marché de la permanence du PDCI au plateau, du plateau au palais de justice. Les militants du PDCI ont marché à l'intérieur du pays sans solliciter donc l'État. Donc des gens ont marché. Chez nous, nous estimons que lorsque le président annonce sa candidature, mais c'est une action spontanée. Quand une action est spontanée... Est-ce que ce n'est pas un mot savamment choisi par vous? Ça devient spontané quand c'est vous, mais les autres, c'est démarche. Daouda, lorsqu'on remporte la Coupe d'Afrique et que les Ivoiriens sortent, ce n'est pas une action spontanée? A-t-on besoin donc d'une autorisation spéciale? Lorsque, en France, le PSG gagne et que les Français sortent, c'est une manifestation spontanée. Mais si un parti politique veut marcher pour protester, d'abord pour leur sécurité, ils ont besoin d'être encadrés par la police.
et on définit l'itinéraire. Ça existe partout dans le monde entier. Voyez-vous? Et donc, ce que nous avons fait, ça rentre dans l'ordre normal des choses. Si demain le RHDP décide de marcher contre peut-être les pratiques de l'opposition, qui pour moi sont souvent contraires donc, à nos lois, lorsque Laurent Gbagbo veut donc, créer la bagarre dans notre pays, mais ils sont obligés de demander donc, la permission de l'État, l'autorisation avant donc, de marcher. Très bien, donc, monsieur. On va permettre à monsieur Blaise. Mais je voulais lui poser une question en même temps pour justement lui permettre de répondre. Il nous reste 2 minutes, messieurs. Oui, très rapide. Monsieur Las, généralement, à l'opposition aussi, soyons sincères, vous avez tendance à crier à la liberté qui est bafouée à chaque interdiction de marche et autres. Mais soyons sérieux. Est-ce que quand, généralement, vos marches tournent à certaines choses. On a vu un bus qui a brûlé à Yopougon, des véhicules de police qui ont été caillassés. Un de vos militants qui a affirmé face caméra qu'il est membre du PPACI et qu'il a été envoyé tout et tout. Est-ce que finalement, vous êtes incompris ou bien vos militants sont des pyromanes ou bien des anges? Allez-y, monsieur Las. Merci beaucoup. Le PPACI, dans le cadre du Fonds commun avec le PDCI, a organisé une marche. Il n'y a eu aucune casse, il n'y a eu aucune destruction. Il n'y a surtout aucun policier qui a été attaqué. Mais je parle du 2. Ok. Mais le 2, ce n'était pas une marche. Le 2, c'est des actes de vandalisme, des actes de voyousie. Reconnu par vous. Mais après du moment où quelqu'un va caillasser un bus, c'est du vandalisme. De la voyousie. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, votre parti a reconnu que ce sont ses militants. Il va réagir, Daouda. On va le faire réagir. Allez-y, monsieur Las. On a vu une vidéo d'aveu, on ne sait pas dans quelles conditions ces aveux ont été obtenus, de quelqu'un qui disait qu'il est militant du PPACI, qui a été pris à la suite de casse. Mais nous disons que ces actes-là sont des actes de vandalisme, de voyousie. Et nous, le PPACI, nous ne sommes pas coutumiers de tels actes. Ça, c'est de l'apanage du RDR devenu RHDP. Donc ça, c'est pas nous. Ça, c'est Très bien. Et je mets ça en relief avec notre marche du 9. Est-ce que vous avez entendu qu'un cheveu ou bien un morceau de bois a été pris sur un militant? Non. Nous sommes une opposition responsable, respectueuse, résolument pacifique. Donc nous n'avons rien à voir avec les casses. Ça, c'est pas nous, ça. Très bien. En même temps, vu le temps, votre mot de fin en même temps, et on passera la parole à monsieur Kokora pour son mot de fin. J'ai commencé. Normalement, c'est moi qui dois terminer. Non, par contre, ça, c'est pas totalement faux. Ok, on va vous donner cela. Mais ici, les lois, c'est moi qui les donne, monsieur Las. Mais je vous concède cela. Voilà. Il veut prendre ta place. Monsieur Kokora, voilà, allez-y. Ok, il n'y a pas de problème. Je constate que c'est le comportement de nos amis du PPACI. Gbagbo veut prendre la place du Conseil constitutionnel. Et donc, M. Blaise veut prendre la place de l'animatrice. Donc, c'est juste pour plaisanter. Alors, je pense qu'il faut être... heureusement, malheureusement, c'est la fin donc, de l'émission. Ce que je dois dire, c'est que nous allons à une élection. Élection, donc, et heureusement, votre thème État de droit vient à point nommé. Il faut qu'ensemble, en tant que citoyens, nous puissions comprendre la nécessité de bâtir des États solides, des républiques sérieuses. Mais tout ça ne peut pas être possible s'ils ne sont pas adossés à des institutions fortes. Au respect donc de nos lois, au respect donc de nos décisions. Il faut que dans notre pays, on évite la bagarre. La Côte d'Ivoire a dépassé le temps des bagarres. Nous devons tous nous conformer à la loi. Et tant que c'est la loi qui tranche, tant que ce sont nos institutions qui tranchent, je crois que la Côte d'Ivoire ira toujours dans la stabilité. Et heureusement, pendant 15 ans, nous avons réussi ensemble, sous la houlette du président Ouattara, à bâtir un État véritablement stable, en sécurité, et qui a amorcé un développement sérieux. Très bien. Nous encourageons donc l'opposition à faire confiance à nos institutions et à ne pas créer la bagarre dans notre pays, parce que les Ivoiriens n'ont plus besoin de bagarre. Monsieur Las, mot de fin. Merci beaucoup. Il a parlé tout à l'heure d'institutions fortes, mais c'est ce à quoi nous aspirons. Et quand un chef de l'État vient dire « je me présente » parce que si je ne me présente pas, il y aura l'insécurité. Si je ne me présente pas, le pays ne va pas aller bien. C'est que les institutions qu'il laisse ne sont pas fortes. C'est que les institutions qu'il a essayé de bâtir pendant 15 ans ne sont pas fortes. Donc il a échoué. Donc quand tu as échoué, tu déposes le tablier, tout simplement. C'est mon mot de fin. Très bien. Merci beaucoup, messieurs Daouda. Merci. Marius Komoé, merci en tout cas d'être venu. Merci. C'est la Côte d'Ivoire qu'on veut voir. La Côte d'Ivoire où il y a des débats constructifs sans aller plus loin. Et on reste amis, on reste surtout ivoiriens, natifs de cette terre des Burnies. Merci, monsieur Lasme. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint en charge des grands ponts
au PPSI, et M. Blaise Kokora, M. Kokora Nzi Bernard. Ça marche bien, ça marche bien. Vous êtes le secrétaire national adjoint en charge des Ivoiriens de la diaspora au RHDP. Merci d'être venu à vous. Merci de nous avoir suivis de partout dans le monde sur le digital. Vous étiez plus de 5 000, 6 000 à nous suivre, 8 000 à nous suivre. Merci. 9 000, ok. 15 000 combinés donc sur YouTube. Merci beaucoup. Merci. Si je pouvais parler toutes les langues, je dirais thank you. Comment dire en espagnol? Dites-moi. Gracias. Dankeschön. Merci en tout cas à vous. Merci à vous de nous avoir suivis de partout en Côte d'Ivoire. Je vous dirais Bia, je vous dirais Ayoka, Aniché, et puis encore quelle langue? Aidez-moi. C'est déjà bon. C'est déjà bon, merci. Et puis à Nancy, à demain. Que Dieu nous garde. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir. Thank you.